Ce début d'après-midi va être marqué par une table ronde qui, dans un premier temps, peut paraître un peu éloignée de la question inaugurale, on va dire, du forum de cette année qui était « Mon corps est-il à moi ?». Mais il m'a semblé, dans la confection du programme, que parler de l'autisme était à la fois un moyen de parler des différentes manières que l'on a d'habiter son corps à travers toute l'humanité, mais également d'aborder une question qui fait débat dans la société et qui donc mérite d'être expliquée, mérite d'être rencontrée. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette table ronde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour continuer cette phase introductive, je voulais vous donner un petit peu mon expérience personnelle. Alors vous allez me dire, peut-être mon expérience personnelle ne vous intéresse pas tellement, mais vous allez voir que je vais vite embrayer sur une expérience un peu plus générale et vous dire que moi j'ai eu un contact très tôt avec le handicap et notamment avec des enfants autistes et trisomiques 21, puisqu'en effet j'étais dans une maternelle où mon père travaillait juste à côté avec justement des enfants en situation de handicap. Et donc j'ai passé une petite partie de mon enfance à l'accompagner dans les sorties scolaires. Ça me faisait faire l'école buissonnière là où j'étais, mais ça m'a surtout mis en contact avec l'altérité très rapidement. Et probablement que ça m'a marqué et que si j'ai fait par la suite des études de médecine et peut-être plus particulièrement une spécialisation dans la neurologie, cette phase toute initiale de mon enfance y a contribué de manière importante. Après avoir quitté cette maternelle où j'ai découvert l'autisme et la trisomie 21, j'ai grandi, j'ai suivi un cursus à peu près normal. Comme tout le monde, j'ai vu Rain Man, j'ai vu l'éveil, ça m'a donné une image un peu différente de celle que j'avais peut-être de l'autisme. Puis j'ai fait des études de médecine. Alors pendant les études de médecine, eh bien, on apprend l'autisme, on apprend dans les livres. On apprend l'autisme de Kanner, on apprend l'autisme d'Asperger, on voit les différentes hypothèses qui ont bien entendu beaucoup évolué avec le temps. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler à l'hôpital et donc là j'ai pu voir d'autres personnes que l'on qualifiait d'autistes et m'en faire ma propre impression. Puis après j'ai fait ma spécialisation de neurologie et là j'ai découvert encore un monde différent. J'ai découvert un autisme beaucoup plus lourd avec parfois des comorbidités importantes, de l'épilepsie, des grandes difficultés relationnelles, des grandes difficultés de communication. Et j'ai appris à les soigner sur le versant pharmacologique, et voilà. Puis, moi j'ai grandi, mais la société a grandi aussi. Et le concept même d'autisme semble avoir évolué. Et j'ai découvert, plus tardivement, ce qu'on a appelé dans un premier temps les autistes de haut niveau, l'autisme d'Asperger. Puis encore plus récemment, les termes et les dénominations ont changé. Et on parle de neurotypique ou de neuroatypique. Vous voyez que je me sentais quelque part un peu concerné par ces pathologies et on me disait en même temps que ce n'était pas forcément non plus de la pathologie. Et donc j'ai continué comme ça à me faire ma propre expérience de ce que pouvait être l'autisme. C'est alors que j'ai commencé à diagnostiquer, à l'insu du patient parfois, ou à me forger mon opinion, chez des patients que je suivais pour autre chose, chez qui je pouvais observer des traits qu'on appelle maintenant autistiques ou qui pouvaient appartenir au sens très large au spectre autistique. La science, comme on le dit souvent depuis le début du forum, la science a pour objectif de dévoiler le réel, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui, chez un individu, va donner lieu à des phénomènes plus atypiques ou en tout cas qui semblent sortir de la norme. La science, elle décrit, mais la science toute seule, elle ne fait pas grand-chose d'autre. Alors elle peut, par ses voies de recherche, donner lieu à des pistes pour les traitements. Mais il est important de donner une âme finalement à cette science et de s'intéresser à l'autisme en s'intéressant aux patients autistes, en s'intéressant aux causes de l'autisme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réunir cette table ronde qui est un peu comme l'autiste, légèrement hors cadre par rapport à la thématique générale du forum, mais qui, à mon sens, et vu le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, cela me conforte dans cette idée, a toute sa place. Donc je vais vous présenter les personnes qui sont à la table ronde aujourd'hui, en commençant peut-être par le bout, le professeur Bernard Gols, qui est pédopsychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris-Descartes, spécialisé dans l'étude du développement précoce de l'autisme et de l'adoption. Vous vous intéressez également tout particulièrement à la mise en place de l'appareil psychique chez l'enfant. À sa droite, Christian Schall, qui est psychiatre et qui travaille au Centre de ressources
Autisme de Colmar, qui est plutôt dédié à l'adulte et qui est également le papa d'un enfant autiste, Léo. À sa droite, Paul Franck, qui est président fondateur de l'association Alsace-Asperger, qu'il pourra peut-être présenter ultérieurement. Et à sa droite encore, Jean-Luc Lemoine, qui est président de l'association Dedici, qui est justement dédiée à l'aide et à l'amélioration que l'on peut apporter aux personnes dépendantes. Jean-Luc Lemoine est lui-même autiste et également papa d'un enfant autiste. Je vous remercie cordialement d'avoir accepté cette invitation. Peut-être, dans un tout premier temps, pour faire un tour d'horizon très général, vous poser la question, chacun d'entre vous, de qu'est-ce que vous entendez par autisme? Qu'est-ce que ce terme sous-entend? Parce que peut-être que vous aurez des définitions différentes et cela peut nous intéresser de le savoir. Bernard Goltz. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Israël Nizan et tous les organisateurs. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir transmettre un petit peu nos concepts, nos conceptions au grand public. Moi, je crois qu'en ce moment, l'autisme peut être défini, c'est une définition qui pourrait être consensuelle, comme la forme la plus grave de l'échec des processus d'accès à l'intersubjectivité. Oui, oui. La forme la plus grave de l'échec des processus d'accès à l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, c'est un mot un petit peu sec, peut-être à 2 heures d'après-midi, mais c'est ce qui nous permet de ressentir que soi, c'est soi, que l'autre, c'est l'autre, et qu'il y a une distance, une relation, et une différenciation. Voilà, alors cette définition a le mérite d'être acceptable par tous les professionnels, théoriquement, quel que soit leur horizon théorique, de référence, neurobiologique, psychiatrique, psychopathologique, cognitif, même psychanalytique. Et l'une des hypothèses les plus fortes en ce moment pour expliquer cette difficulté d'accès à cette différenciation stable, c'est une difficulté pour les enfants autistes, je parle surtout des enfants, je parle de l'autisme typique, une difficulté à synchroniser, à rassembler toutes les sensations qui viennent de l'autre. De l'autre, il vient des images visuelles, il vient du son, très en difficulté, Laurent Motron l'a bien montré. Non pas en termes de déficit, mais en termes d'hypersensibilité parfois douloureuse et difficile à coupler. Voilà, donc il y a une difficulté pour l'enfant autiste à rassembler tout ça, les flux visuels, les flux auditifs, les flux tactiles, les flux olfactifs, les flux gustatifs, les flux labyrinthiques et les flux proprioceptifs. Et quand on ne perçoit pas l'autre par plusieurs canaux sensoriels simultanément, on a vraiment du mal à ressentir que l'autre est autre que soi. Pour moi, c'est ça l'autisme. Et j'ajoute, je voudrais bien insister là-dessus, c'est qu'on n'a jamais eu un terrain d'étude aussi potentiellement fécond sur le plan transdisciplinaire. Et les polémiques actuelles sont vraiment une logique terroriste, parce que c'est au moment où on pourrait faire la paix qu'il faut mettre des bombes pour continuer à se battre. Voilà. Christian Charles. Je vais essayer de déminer tout ça. Pour moi, l'autisme, bien sûr, je ne peux qu'acquiescer ce que vous avez dit, puisque vous l'avez dit d'une façon très synthétique et juste. Donc, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, puisque ça ferait redondance, et je vais plutôt dire ce que c'est que l'autisme, comme moi j'ai découvert l'autisme. Hein. Donc, bien sûr, en acceptant et en validant exactement ce que vous avez dit. Donc, moi, j'ai rencontré l'autisme, en fait, auprès de mon enfant. Je suis parti aux États-Unis quelques jours, et quand je suis rentré, face à moi, il n'y avait plus le même Léo. Léo avait totalement changé, Léo se bouchait les oreilles, Léo ne me regardait plus. Et Léo est devenu, il l'était déjà, mais est rentré dans son autisme. Et j'ai essayé, moi, derrière ce mot d'autisme, d'essayer de comprendre qui sont ces personnes, cet enfant, qui tout d'un coup ne communiquait plus avec moi, qui tout d'un coup était cet être, comme vous disiez, qui n'avait plus les outils de communication et qui se repliait sur lui-même à ce moment-là. Donc c'était une rencontre personnelle. Alors avant que Léo ne vienne face à moi, la psychiatrie est venue face à moi, puisque j'ai fait mes études de psychiatrie. Et il a fallu donc quelque part jongler entre mon savoir psychiatrique et mon rôle de père, ce qui n'était pas toujours facile, hein, de trouver la bonne distance. Et en plus, au sein de mon travail, à un moment donné, j'ai été projeté dans la problématique de l'autisme, parce que dans le service où je travaillais, une personne qui s'occupait de ces personnes a quitté le service, et puis on m'a dit, écoute, toi, tu es capable, hein, tu sais ce que c'est.
Et donc en 96, j'ai repris un peu les rênes de ce service. Et donc ça fait depuis ce moment-là que je travaille dans ce domaine-là. Alors l'autisme pour moi, en tout cas, c'est évidemment une énorme difficulté de communication. C'est pour moi une chance extraordinaire d'essayer d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire de cet enfant qui a un handicap, qui est avec un handicap, comment j'arrive à communiquer avec lui et comment je peux, moi, essayer que lui puisse communiquer avec moi. Donc ça a été un peu cette charge. Et puis depuis lors, dans mon travail, par la suite, j'ai travaillé dans le centre ressources autisme. Et puis comme à l'époque où j'ai pris ça en route, il n'y avait pas beaucoup de psychiatres qui s'intéressaient à l'autisme adulte. Donc on a bien vite repéré mon nom et on m'a dit, ben voilà, tu es à peu près le seul en France qui s'occupe des personnes adultes, viens chez nous. Et donc il m'a été donné de collaborer aux travaux de la HAS ou de la NESM pour écrire ce que le plan autisme nous demandait de clarifier. À un moment où vous le disiez, M. Goltz, la situation était très chaude, très pleine de contradictions, pleine d'opposition, et d'essayer de traverser ça, et surtout de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Quand je rencontre ces gens, dans mon métier, je rencontre en moyenne une centaine de personnes par an qui viennent pour la première fois me rencontrer en se demandant si elles sont autistes. Donc je rencontre à peu près une centaine par an et j'essaye bien sûr de leur répondre, et ils m'apportent toujours autant que Léo a pu m'apporter. Ces gens que je rencontre tous les jours continuent à m'apporter beaucoup, et j'essaye moi aussi, au travers de ce que m'a appris mon fils, qui n'est pas un autiste de haut niveau, qui est un autiste qui a le langage verbal, mais je dirais rudimentaire, et d'essayer d'apporter ce qu'il m'a apporté à des gens avec qui je peux parler, puisqu'ils ont la parole, ils sont autistes, mais ils ont la parole, et j'essaye avec eux d'avancer et de leur apporter ce que Léo m'a appris. J'arrête là. Paul Franck, à vous peut-être, en nous disant également, en nous touchant un mot peut-être aussi de votre association. Oui, bien sûr, avec plaisir. Il est clair qu'on ne peut que suivre ce qui a été dit effectivement il y a quelques instants, notamment par rapport aux hypersensibilités. Alors, pour mon histoire personnelle, j'ai découvert l'autisme il y a maintenant 7 ans par mon fils Quentin. Alors, je dirais qu'en fait, l'autisme est arrivé un petit peu comme la cerise sur le gâteau, dans la mesure où il y a d'abord eu en premier rang les troubles et déficits de l'attention avec hyperactivité sévère. S'en sont suivis tous les diagnostics liés aux comorbidités classiques des dys, de la dyspraxie, de la dyscalculie, de la dysorthographie, de la dysgraphie. Donc on a évité la dysphasie et la dyslexie. Et finalement, le syndrome d'Asperger est arrivé tout à la fin. Alors bien entendu, c'est un apprentissage, on l'apprend, on vous pose un diagnostic, et puis finalement, un petit peu, je serais tenté de dire avec un peu de recul, débrouillez-vous. Malgré tout, on a eu beaucoup de chance, on a réussi à être pris en charge par une personne de grande qualité qui a su nous dire que, voilà, c'est un fait, votre enfant est né ainsi, il vivra ainsi, il mourra ainsi, on ne vous le soignera pas, mais on a des pistes, on a des outils. Alors avec un petit peu de recul maintenant, avec 7 ans, on va dire 7 ans de pratique quotidienne, avec ce que nous apportait l'association que nous avons créée, qui avait pour vocation et qui a toujours pour vocation de venir en aide aux familles qui vivent finalement la même situation que nous et qui sont excessivement démunies et perdues dans les méandres, on va dire, administratifs et de la vie de tous les jours. Moi, je dirais bien entendu, effectivement, toutes les hypersensibilités, c'est quelque chose qui, tout au long de la vie, va se développer. Assez bizarrement, des choses qu'on pensait acquises ou réglées réapparaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça réapparaît, ça revient, par phase. Maintenant, je dirais que, pour moi, dans ce que j'en vois, dans l'évolution de mon fils aujourd'hui, je considère que l'autisme est... et on en parle de plus en plus à l'heure actuelle, moi je considère qu'aussi c'est une intelligence différente. Alors c'est évident, mon fils a le syndrome d'Asperger, donc on est quand même sur un autisme, on va dire, plus léger. Pour faire très simple, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Malgré tout, les 10 sont finalement largement plus handicapants dans sa vie de tous les jours que son autisme. Quand je dis intelligence différente, j'insiste sur le fait que moi, ce qui m'impressionnera toujours chez une personne Asperger ou autiste, c'est un pragmatisme à toute épreuve,
c'est une absence de préjugés. J'ai souvent pour habitude de comparer nos enfants à des poils Tefal, c'est-à-dire que tout ce que la société veut essayer de nous imposer pour faire de nous une magnifique sphère telle qu'elle veut nous mouler, sur nos enfants ça glisse. Clairement ça glisse, ça ne les intéresse pas, ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir trouver leur place dans la société dans laquelle ils vivent, qu'on leur donne la possibilité d'acquérir un certain nombre de compétences ou de connaissances, et clairement qu'on les laisse simplement vivre. Donc c'est mon point de vue, ça évoluera très certainement avec le temps. La situation d'aujourd'hui, il a 14 ans, est très différente de celle quand on a découvert effectivement le syndrome d'Asperger il y a 7 ans. Donc chaque jour on avance, chaque jour on grandit, et il grandit avec nous. Jean-Luc Lemoine, peut-être à votre niveau, comment vous considérez cette caractéristique? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un atout? Comment vous pouvez définir ce diagnostic d'autisme d'Asperger? Alors vous êtes déjà dans les autres questions, parce que moi j'ai suivi vos questions, vous êtes en train de poser plusieurs questions en même temps. Je voudrais vous transmettre quelque chose. Donc, le stress de la présence ici, c'est pour moi terrible. Il y a les lumières, il y a une salle sombre, je ne vois pas les visages, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu écouter, je ne sais pas à quoi vous dire. Donc pour moi, pour parler, je vais me lancer dans le vide, étrangement dans le vide, pour vous parler. Je voudrais faire une précaution oratoire, c'est ce que j'ai essayé de demander tout à l'heure. Est-ce qu'on est autorisé de dire des choses politiquement surprenantes? Voilà. Alors, voilà. Donc une fois que... bon, j'ai répondu oui aussi. Hein. Donc effectivement là, bon, si vous autorisez des écarts à la normalité, je vais quand même faire attention à ce que je raconte, parce que souvent quand je me lâche, on ne comprend pas tout de suite ce que je raconte. Mais bon, alors le rapport je vais vous me présenter. Effectivement, j'ai un gamin qui a 37 ans aujourd'hui, qui est autiste, pas Asperger, et je travaille sur l'autisme depuis une trentaine d'années, en me regardant aussi en même temps que lui, pour essayer de rechercher pourquoi moi j'ai des difficultés, ou comment ma vie s'est déroulée pour trouver pourquoi j'avais des difficultés dans la société. J'ai réussi à bien me débrouiller. J'avais promis à ma maman quand j'étais petit de ne jamais porter de cravate. Aujourd'hui, j'en ai pas. Mais j'en ai porté beaucoup, des cravates et des costumes. Et quand je fais ça, je fais un peu bien le clown, c'est pas mal. Et donc, on m'accepte comme ça et on me respecte comme ça parce que, bien sûr, j'ai des diplômes, j'ai plein de diplômes, j'ai tout ce qu'il faut et j'aurais pu avoir une carrière de haut cadre, etc. Mais tout ça me paraissait très, très étrange. D'ailleurs, la société me paraît très, très étrange par le fait qu'on perçoit en même temps, je vais faire une analogie, c'est comme si on voyait toutes les étoiles du ciel et qu'on me pose la question, qu'est-ce que tu vois? Moi, soit je dis rien, soit vous n'avez pas fini de m'écouter, soit je crie ou hurle par le fait que je ne peux pas me faire comprendre. Donc ça, c'est le début. Après, dans la première question, vous dites qu'est-ce que vous préférez comme mot? Autisme, je ne sais pas quoi, spectre autistique, Asperger, et tout le monde y va. Et tout le monde y va de sa case pour essayer de nous mettre dans des cases. Je vous rassure tout de suite, bon, je fais 1m93 et 100 kg, pour me mettre dans une case, c'est déjà un peu difficile. Et je vous dis en même temps, je suis dans toutes les cases en même temps. Toutes les cases en même temps, même celles que vous ne pouvez pas imaginer, puisque je n'arrive pas à vous les transmettre. Et je dis un mot un peu technique, c'est qu'on est un peu des objets quantiques, c'est-à-dire qu'on est à la fois partout et en même temps. Alors le mot en même temps, il ne faut pas faire une connotation avec ce qui est dit actuellement en politique, mais c'est pas... Le en même temps, on a la capacité de... alors j'essaie de transmettre parce que ce n'est pas forcément évident. On perçoit mille et une choses, comme disait le professeur tout à l'heure.
En même temps, et on ne sait pas les ordonner pour vous les retransmettre, parce que nous, on a un flash, et il nous faut 5 ou 10 ans pour vous transmettre le flash. Donc, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Donc, je réponds, on n'est pas dans une case. Les bien-pensants qui pensent qu'on est dans une case, ils se trompent. On est partout, devant et derrière eux, au-dessus et en dessous. Et on les observe. Alors, on les observe et le A d'autisme, le A de neuro-atypique et le A de Asperger, ça me va bien parce que c'est A privatif, c'est que je suis avec vous, mais toujours à côté de vous pour regarder l'objet dedans et au-dessus. Donc je ne sais pas si j'arrive à transmettre ma perception. Moi, je vais laisser la parole à Bernard Gols, mais je trouve d'abord que vous sachez qu'on est tous bienveillants à votre égard et que vous vous exprimez remarquablement bien pour des sensations qui doivent être remarquablement difficiles à exprimer. Bernard Gols. 2 secondes. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que d'emblée, on tourne autour, tous ensemble, de cette question des troubles de la sensorialité et de la polysensorialité, et dans certains canaux sensoriels, des hypersensibilités douloureuses. Ce n'est pas du tout en termes de déficit. Alors, je voudrais simplement dire que c'est vrai que c'est pour les enfants autistes, au début, ceux qui sont très, très en difficulté, c'est difficile de communiquer avec l'autre, de penser à l'autre, tant qu'on n'arrive pas à vraiment ressentir cette différence entre soi et l'autre du fait de ces difficultés sensorielles. Rappelez que, quand même, récemment, il y a eu des travaux formidables sur le lobe temporal supérieur, parce que c'est une des régions du cerveau qui est capable, qui est apte à rassembler ces différentes sensations. Et 3e point qui, je pense, intéressera tout le monde, c'est que ce nouveau domaine des troubles, ce qu'on appelle la dyssensorialité, les troubles de la sensorialité, c'est sans doute un carrefour entre beaucoup d'évolutions possibles, soit la pathologie autistique, mais il y a aussi des enfants qui ont une dyssensorialité, mais qui ne deviennent pas autistes pour différentes raisons qu'on aura à comprendre de mieux en mieux. Et enfin, la dyssensorialité est parfois à la racine de potentialités artistiques extraordinaires. Et quelqu'un comme Glenn Gould, par exemple, avait des dyssensorialités gravissimes et un génie artistique. Voilà, donc c'est un carrefour, cette dyssensorialité, et je pense que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est vraiment ça qui va être exploré. Merci. Alors peut-être justement encore Bernard Gols et Christian Schall pour nous faire un peu, nous expliquer un petit peu ce que recouvre finalement le terme d'autisme, puisque je l'ai dit un petit peu en phase d'introduction, puis vous l'avez aussi répété par vous-même. On a l'impression et on sait ou on soupçonne que ça recouvre des situations qui sont très différentes, des situations qui sont très difficiles d'intégration, des situations qui sont plus intégrées, des situations de souffrance peut-être aussi variables d'une personne à l'autre. Et donc avant d'aborder peut-être l'état des lieux, de savoir où on en est de nos connaissances, d'abord cliniquement, puisque c'est le terme à utiliser, qu'est-ce qu'on peut distinguer comme différentes formes d'autisme, Christian ? Alors je reprends un peu je dirais une définition, M. Gols parlait de l'hypersensorialité. Évidemment, il ne faut pas non plus s'arrêter là. Donc si vous permettez, je vais reprendre la définition telle qu'elle est aujourd'hui classiquement reconnue par les instances scientifiques. C'est un trouble du neurodéveloppement. Donc avec ça, il y a encore beaucoup de choses à dire, bien sûr. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement ? Qu'est-ce que c'est que le développement neurologique ? En quoi les personnes autistes sont atteintes par rapport à ce développement cognitif, sensoriel, qui met en action tous nos processus cognitifs qui existent. Ce trouble neurodéveloppemental, dans l'autisme, il est très précoce. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que c'est déjà in utero, qu'il y a des soucis de transmission des différents neurones, des informations, de la construction du cerveau lors des premiers mois de la gestation de l'enfant, sous différents facteurs, on reviendra, quelles sont les causes, différents facteurs, et il va se mettre en place une sorte d'architecture cérébrale dont les études ont montré qu'elle diffère de l'architecture cérébrale fonctionnelle d'un adulte non autiste.
Donc, bien sûr, ce qui avait été dit, l'hypersensorialité est déjà un des signes de cette spécificité, notamment temporale, mais il y a d'autres spécificités qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont effectivement gravement et très précocement handicaper la relation sociale à l'autre. Donc, en fonction de la sévérité de ce trouble, on parle d'un spectre des troubles autistiques, c'est-à-dire... Et on l'a bien vu, il y a d'un côté des formes d'autisme très sévères, où il n'y a quasiment pas de communication sociale, il n'y a pas accès au langage, il y a très souvent des comorbidités, comme ça a été dit, médicales, génétiques, métaboliques, qui sont très graves. Et on va de l'autre côté du spectre vers des situations cliniques qui sont beaucoup plus les difficultés d'adaptation au monde social qu'on propose aux personnes autistes. Donc là, je rencontre essentiellement, à l'heure actuelle, ces formes d'autisme-là, qui sont des formes qui ont pu traverser le développement classique plus ou moins bien, et qui, à un moment donné de leur existence, vont avoir une sorte de burn-out, d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a eu des stratégies qui ont permis à ces enfants, à ces adolescents, à ces adultes de traverser ce que la société leur demande jusqu'à un point de rupture. Et ce point de rupture, il peut être à tout moment de la vie de cette personne. Et ce point de rupture, il est malheureusement très difficile à vivre et surtout très difficile à dépasser. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés qui sont arrivés à ce point de rupture, malheureusement, n'ont pas pu se remettre en route, recréer des stratégies adaptatives parce que leur système d'adaptation ne fonctionne plus, les a épuisés et ils ne peuvent plus les mettre en route. Une des personnes que je rencontre assez régulièrement me fait une petite métaphore. Elle me dit « J'ai construit ma vie comme si j'avais construit avec des morceaux de sucre un petit château. Et voilà que quelqu'un verse de l'eau sur ma construction. Et ce sucre se dissout, ce qui fait que je n'ai plus de briques pour reconstruire un autre château. » Voilà le vécu des formes de l'autre côté du spectre de cet autisme. Donc, globalement, dans les pourcentages, on dit qu'il y a à peu près, à l'heure actuelle, en moyenne, 30%, 20 à 30% de formes sévères d'autisme, avec des complications génétiques, parce qu'on parle un peu de syndrome autistique associé à des maladies génétiques connues. Et le reste, ce sont des formes qui sont, entre guillemets, plus légères. J'entends bien que l'handicap reste très lourd. Et les études, d'ailleurs, de cohorte, j'en profite, ont montré que dans un syndrome d'Asperger, avec un quotient intellectuel, je mets ça entre guillemets, supérieur à 110, c'est-à-dire supérieur à la norme, l'intégration sociale est tout aussi mauvaise que celle des personnes qui ont des capacités cognitives plus faibles. Donc pour montrer que même quand on est dans ce spectre où on pourrait se dire on a l'image de la personne super intelligente, etc., il y a de graves déficits sociaux qui donnent d'ailleurs lieu à une reconnaissance sociale. Depuis 1996, en France, l'autisme est un handicap. Je partage parfaitement le point de vue qui vient d'être énoncé. À propos de cette question du spectre autistique, parce qu'effectivement, on le sent déjà depuis tout à l'heure, il y a vraiment des cas qui sont graves, qui sont lourds, qui sont associés à des maladies corrélées à des maladies diverses, sans langage, sans relation facile à l'autre, jusqu'à d'autres formes très différentes, moins intenses ou différentes, les autismes de haut niveau, l'Asperger. Bon, je crois que c'est très intéressant cette notion de spectre autistique et en même temps il faut faire attention. Il faut faire attention parce que probablement les mesures d'accompagnement ou d'aide ne sont pas exactement les mêmes pour les autistes typiques très graves et des formes moins intenses, plus légères, même si effectivement les difficultés existent aussi relationnelles dans ces formes légères. Mais la question qui est très intéressante dans cette espèce de gradient, de continuum qui va du très grave au moins grave au plus léger, c'est de savoir s'il n'y a pas, et c'est pour ça qu'il y a tous ces débats sur les fréquences aussi, c'est de savoir s'il n'y a pas une potentialité autistique propre au vivant psychique.
peut-être que le fait d'être vivant psychique porte en soi une certaine potentialité d'autisme, c'est-à-dire d'effacement de l'autre, d'effacement de la distance à l'autre. Et dans certains cas, ça entrave gravement le développement et tout de suite. Alors là, on est dans les autismes typiques sévères. Dans d'autres cas, probablement, ça entrave moins ou qualitativement de manière différente. Et ça, c'est une question vraiment extrêmement, extrêmement intéressante. Donc sur la partie neurodéveloppementale, effectivement, dans l'idée du spectre, vous avez dit jusqu'à des formes moins graves, mais en termes de neurodéveloppemental, on pourrait même dire jusqu'à des formes normales. C'est-à-dire qu'effectivement, le gradient va de la forme très grave à la normalité. Et c'est peut-être ce qui rend aujourd'hui certaines formes frontières un petit peu difficiles. Je voulais encore juste avoir votre avis, puisque vous avez commencé à nous parler de la sensorialité de l'enfant autiste et de l'adulte autiste également. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer avec le public sur le rapport au corps également de la personne autiste, puisque on a cette image des mouvements stéréotypés, cette image d'avoir le besoin d'avoir un mur derrière soi ou d'être à proximité de quelque chose, comme si les limites du corps n'étaient pas tout à fait aussi nettes que chez un neurotypique, on va dire, pour utiliser ce terme. Oui, mais je vous répondrai, mais il faut peut-être répartir la parole aussi aux autres. Je viens de parler déjà 2 fois, donc... Pas de souci. Paul Franck, oui. Vous avez un travail associatif pour aider à faire reconnaître justement et à améliorer peut-être l'intégration des patients autistes au sein de la société française. Jean-Luc Lemoine fait partie également de cette association, donc vous pouvez effectivement répondre à 2 voix et nous dire voilà, qu'est-ce qui est nécessaire de faire. D'abord, quelle est la motivation? Si a priori vous avez un travail associatif, c'est que la situation actuelle ne répond pas forcément à toutes les exigences. On a jeudi la question, bien entendu, pas innocemment, parce qu'on a souvent entendu parler de la situation française et de l'exception française, même parfois en matière de prise en charge, et peut-être d'une prise en charge ou d'une reconnaissance, en tout cas, qui est différente de l'autre côté de l'Atlantique. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous voyez et ce pourquoi vous militez. Si vous me permettez, je reviens juste à votre question précédente que vous aviez posée effectivement aux représentants du corps médical sur la capacité à ressentir son propre corps. On rencontre très régulièrement au niveau des enfants, enfin du moins les enfants que moi je croise ou même les adultes, on a toujours cette sensation d'avoir en face de nous, quelle que soit la tranche d'âge, des sortes de pantins un peu désarticulés et qui ont régulièrement, en tout cas là je parle pour mes propres enfants, une difficulté à concevoir, comme vous le disiez, les propres extrémités de leur corps. Donc en fait, avec toujours une démarche qu'on appelle effectivement assez régulièrement justement cette fameuse démarche un petit peu autistique avec une façon de se voûter. Enfin, c'est comme si finalement ils avaient un petit peu grandi trop vite sans avoir la capacité à percevoir, comme vous le disiez, effectivement leur propre corps. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement. Pareil, ce que disait le docteur Schall sur la notion de compensation, disait lui-même effectivement qu'à l'heure actuelle, il rencontrait de plus en plus de personnes qui arrivaient à un point tel qu'ils n'étaient plus en capacité justement de compenser ce décalage, finalement cette comédie de la normalité qu'on nous impose en permanence et que la société nous impose. Ils arrivaient à un tel point de non-retour qu'ils tombaient effectivement au burn-out et ils avaient besoin et ils demandaient de l'aide. Donc voilà, ça c'était juste un petit préambule. Par rapport au... finalement, nous avons créé cette association. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le chemin qui nous a menés jusqu'à diagnostic, on va dire au diagnostic final, a été un chemin très long. Je vais vous dire qu'effectivement, on a rencontré, je dirais, dans les 2 premières... Ça a pris à peu près 3 ans avant d'avoir le diagnostic définitif. Je vous dirais qu'on a rencontré, malheureusement, au début de notre parcours, des personnes qui ne nous ont pas laissé réellement beaucoup d'espoir, clairement. Alors, est-ce que c'est une façon pour eux de gagner du temps? Peu importe, je ne suis pas là pour juger, mais jusqu'au jour où, voilà, on a eu cette chance de pouvoir rencontrer enfin des personnes qui nous ont dit, OK, clairement, comme je le disais tout à l'heure, on ne guérira pas votre enfant, mais on va vous aider. En créant cette association, on a voulu permettre, si vous voulez, à d'autres familles qui vivaient la même situation que la nôtre, de pouvoir gagner du temps, ou du moins d'éviter d'en perdre,
en tâchant de les aider justement et de les aiguiller, que ce soit au niveau du domaine sanitaire, que ce soit au niveau des différents diagnostics qu'on peut faire autour de l'autisme, les 10 et autres particulièrement. Et on voulait créer, si vous voulez, une espèce de chaîne de solidarité qui permettait aux familles déjà de pouvoir échanger, de pouvoir se rencontrer sans être stigmatisés. On est dans un cadre d'un handicap invisible, donc clairement, nos enfants n'ont pas une casquette marquée « je suis autiste », ça ne se voit pas sur leur visage, donc c'est d'autant plus difficile toujours dans ce champ du handicap invisible. Actuellement... Quelles sont les situations dans lesquelles vous observez les plus grandes difficultés justement pour les enfants autistes? J'ai aujourd'hui, je peux vous donner plusieurs exemples. Quand vous avez une maman qui à 23 h vous appelle en disant au secours, vous venir m'aider, mon fils est en crise, il me poursuit avec un couteau de cuisine. C'est une réalité. Bon nombre de familles qui, comme je le disais tout à l'heure, se retrouvent avec un diagnostic posé et aucun début de solution, c'est-à-dire quelle est la prochaine porte finalement, à quelle prochaine porte vais-je aller taper pour avoir de l'aide, pour avoir du soutien, pour trouver des débuts de solution. Actuellement, la majorité des contacts que je peux avoir moi, au niveau de l'association sont des personnes, on va dire, entre 20 et 35 ans qui soit ont eu un diagnostic très récent et qui a fait l'effet d'une bombe pour certains, quitte à leur faire arrêter tous leurs projets qui étaient en cours, ou alors des personnes justement qui vivent des phases de vie très compliquées, des séparations, des pertes d'emploi, et qui finalement travaillent sur eux-mêmes et se disent « ok, clairement, finalement, est-ce que la situation dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle ne viendrait pas peut-être d'autre chose? Je me sens différent depuis toujours, je le sais, on me l'a souvent dit, mais il y a 20 ou 30 ans, on n'en parlait pas. » J'ai une de mes cousines qui malheureusement est décédée maintenant, mais qui était très certainement autiste elle-même, qui depuis l'âge de 5 ans ne rêvait que d'une seule chose, c'était des civilisations hittites. C'était son intérêt plus que restreint. Elle en a fait sa vie. Elle est arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait faire puisqu'elle a tenu la chaire de civilisation hittite au Collège de France. Elle ne pouvait pas aller au-delà. Elle ne vouait sa vie qu'à sa passion. Elle vivait dans son bureau et n'a jamais eu ni de relations amoureuses, ni même d'enfants, ni autre. Mais il y a 30 ou 40 ans, je ne suis pas persuadé que ça posait autant de problèmes qu'aujourd'hui. Je pense que le degré de stigmatisation n'était pas, les connaissances n'étaient pas non plus les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire là où avant, cette situation pouvait donner lieu justement à des îlots de tranquillité où les personnes pouvaient s'épanouir, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes-là sont plus stigmatisées qu'auparavant. Alors moi, j'en suis persuadé. Si on se souvient un petit peu de nos années d'études, d'école primaire ou autre, je reste persuadé que chacun se souviendra d'un enfant qui, traditionnellement, à la récréation, restait dans un coin, ou tournait autour d'un arbre, ou comptait les cailloux, peu importe. Ok, c'était un fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que vous avez justement ce même enfant qui tourne autour d'un arbre, déjà le groupe classe ne va pas comprendre, va se poser quand même bon nombre de questions. Pourquoi ne vient-il pas vers nous? Donc il va peut-être y avoir une proposition de venir vers l'autre, mais cette proposition ne sera pas comprise par cet enfant-là, qui va la rejeter souvent de façon très maladroite. Donc il va être stigmatisé et mis de côté relativement rapidement. Je n'ai pas la sensation qu'il y a 40 ou 50 ans, ça se passait aussi mal, je dirais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en l'espace de quelques dizaines d'années, alors que justement aujourd'hui peut-être on pose plus facilement un diagnostic chez ces enfants qu'on pourrait dire enfants précoces ou enfants à haut potentiel ou enfants dyspraxiques, dysexécutifs, les différents dys dont vous avez... Un petit peu comme disait Jean-Luc tout à l'heure, il y a finalement la société, la société cherche à systématiquement vous cataloguer, vous rentrez dans une case. Êtes-vous neuroatypique, êtes-vous atypique, peu importe. Voilà. Et systématiquement, on essaye de vous ranger dans une case, en espérant que vous soyez, on va dire, dans la partie la plus haute de la pyramide pour avoir, je dirais, le maximum de chances pour l'avenir. Maintenant, clairement, les efforts diagnostiques sont faits, les plans autisme se succèdent. Aujourd'hui, on parle de diagnostic précoce dès l'âge de 18 mois, sans doute. Peut-être même encore avant, je dirais quelque part tant mieux. Plus le diagnostic est posé tôt, plus on va pouvoir effectivement mettre en face des stratégies
pour permettre à l'enfant d'évoluer et de ne pas, si vous voulez, accumuler un retard suffisamment trop important qui l'empêcherait de suivre, on va dire, un cursus à peu près ordinaire. Oui, Bernard Goltz voulait rajouter quelque chose. Je voudrais essayer de répondre à votre question sur le corps, mais comme transition, dire que quand même, même s'il y a un continuum entre les formes les plus graves, les autistes de haut niveau, Asperger et peut-être les personnes dites neurotypiques, il y a un point problème éthique, on est dans un forum de bioéthique, il y a un problème éthique. Je crois qu'il ne faut pas faire croire aux parents d'enfants autistes les plus graves que s'ils avaient été bien soignés, ils seraient Asperger. Ça, c'est impossible à entendre pour des parents. Je voudrais vraiment qu'on soit clair là-dessus, parce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, un certain nombre de patients Asperger se sentent instrumentalisés dans ce sens-là et ont eux-mêmes commencé à dire non. Il y a peut-être un continuum, mais c'est quand même des catégories différentes. Et ne laissons pas croire aux parents des enfants les plus graves que s'ils avaient fait ce qu'il faut, leur enfant serait au niveau ou Asperger. C'est d'une cruauté insondable. Et c'est deux domaines différents. Ça, vraiment, c'est très important. Alors, ce que je voulais dire par rapport au corps, et alors du coup, je vais me centrer, parce que sur les enfants les plus jeunes, les plus graves, c'est ce que je vois à Necker, et je ne dis pas que ce que je vais dire a valeur pour tout le continuum, mais c'est ce qu'on commence peut-être à mieux connaître pour les plus jeunes et les plus intensément touchés. Alors évidemment, ils n'ont pas le langage, ils ont du mal à nous dire ce qu'ils ressentent, donc forcément, ce que je vais vous dire, quelque part, ça a valeur d'hypothèse ou valeur d'interprétation. Il n'y a pas que les psychanalystes qui font les interprétations, les parents sont obligés aussi d'interpréter les comportements de l'enfant pour essayer de comprendre ce qui se passe pour lui. Simplement, ce sont deux, trois idées qui donnent une certaine cohérence à ce qu'on observe, et ce qu'on observe notamment dans les interventions, rééducation diverses, orthophonie, psychomotricité, etc. Les choses partent parce que peut-on habiter son corps? Mon corps est-il à moi? C'est évidemment pas comme ça qu'un enfant autiste jeune très grave va se poser la question. Simplement, il va nous faire sentir, à travers le langage de son corps ou le langage de ses actes, son comportement, il va nous faire sentir, il va nous donner des pistes pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Et effectivement, il se passe en lui des choses très difficiles en termes d'éprouvés sensoriels, d'éprouvés corporels. Et pour pouvoir entrer en relation et en communication aisée avec l'autre, je le dis parce que ça fait partie du langage courant, mais il faut l'entendre au sens tout à fait concret, encore faut-il se sentir à peu près bien dans son corps et dans sa peau. Sinon, on a tendance à se replier, effectivement, à s'enfermer. Alors, les enfants autistes, les plus jeunes et les plus graves, nous font penser, c'est une hypothèse, mais je crois que c'est une hypothèse forte parce qu'elle donne de la cohérence à certains symptômes cliniques. Pas une preuve absolue, mais bon. Ils nous font penser que peut-être ils ne ressentent pas leur peau comme suffisamment contenante. Alors, quand on va bien, quand on est neurotypique, quand on a un syndrome non autistique, comme j'entends dire parfois, on n'y pense pas à ça. Mais en fait, le langage y pense, puisqu'il dit que notre peau, soit c'est un sac cutané, ça existe dans la langue française, qui nous contient, soit c'est un revêtement cutané qui nous offre une bonne limite entre le dehors et le dedans. Et c'est pas parce que c'est vrai dès le début de la vie que l'enfant va le ressentir comme ça. Pour le ressentir comme ça, il faut aller assez bien. Et probablement les enfants autistes et gravement malades ont du mal à vivre leur peau comme suffisamment contenante et faisant une bonne limite entre le dehors et le dedans. Dans mon jargon, on dit que les enveloppes corporelles ne sont pas très bien en place. Voilà. Donc, ils ont déjà probablement des sensations très difficiles à ce niveau-là, avec des angoisses, pas toute la journée. Et encore une fois, je parle des enfants les plus graves. Pas toute la journée, c'est ça qui est trompeur, mais à certains moments, ils peuvent avoir des angoisses très archaïques. Et par exemple, au cours d'une séance de rééducation orthophonique ou psychomotrice, si vous voulez, on voit des enfants, par exemple, qui vont passer toute la séance à bourrer le rais de la porte de petits bouts de papier, de petits bouts de chiffon, de tout ce qu'ils trouvent dans la pièce. Ils ne nous disent pas ce qu'ils ressentent à ce moment-là, mais on peut postuler que peut-être s'ils ne se sentent pas bien suffisamment contenus dans leur peau, ils ont le sentiment, probablement très angoissant, que tout peut s'écouler et qu'il faut boucher tous les orifices pour que ça ne se disperse pas. Ça, c'est un premier point. J'irai plus vite pour les deux autres, rassurez-vous. Il y a probablement chez les enfants autistes, ça rejoint les questions de la sensorialité, une très grande difficulté à coupler les sensations. Donc on parle de clivage sensoriel, et quand l'enfant est en difficulté de relation, alors on va le voir, ça existe aussi chez les bébés qui vont bien, mais on ne le remarque pas tellement c'est discret et fugitif, mais les enfants autistes peuvent un petit peu s'enliser là-dedans, ils vont s'accrocher à une seule sensation.
On les voit s'accrocher à quelque chose de visuel, une lumière, un reflet, ou on les voit s'enfermer dans des stéréotypies monosensorielles, de tapotage pour faire prévaloir le tact, de flairage pour faire prévaloir l'odeur, de léchage pour faire prévaloir le goût, etc., etc. Parce que tant qu'on est dans du monosensoriel, l'autre existe moins et la menace est moindre. Et puis ça a été évoqué tout à l'heure aussi, le troisième point, c'est que probablement ils ne vivent pas leur corps comme très unifié. Et notamment l'hémicorps droit, l'hémicorps gauche, tout ça, c'est pas forcément vécu comme très intriqué. Ou le haut du corps, le bas du corps. Et c'est tout le travail des psychomotriciens, par exemple, d'arriver à réunifier ça. Voilà, alors moi je dirais, je m'arrête là-dessus, que les enfants autistes typiques, encore très au début de leur développement, et vraiment très intensément touchés, eh ben, ils ont deux solutions de défense. Soit ils se réfugient dans leur corps, et leurs sensations, aussi difficiles soient-elles, pour éviter la pensée de la relation qui les inquiète, soit ils se réfugient dans leur pensée pour fuir des sensations douloureuses corporelles. Voilà. Alors, encore une fois, tout ça n'est pas conscience et jeu, mais c'est comme ça que j'ai pensé répondre à la question de ce forum, au thème de ce forum. Jean-Luc Lemoine, vous avez vous-même, donc, vous êtes président de l'association Dedici. C'est donc que forcément la question de l'intégration des autistes dans la société vous évoque quelque chose et que vous voulez dire peut-être quelque chose à travers votre association. On vous écoute. Effectivement, moi je suis administrateur de 5 associations locales, enfin alsaciennes, dans le handicap mental, dans le handicap Asperger. Ça fait un moment que je milite, donc le mot militant, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Hein. C'est un parent qui ira jusqu'au bout, s'il le faut. Donc quand j'ai dit ça, je fais peur à tout le monde. Mais le militantisme, c'est quoi? Donc je reviens sur les premières questions que vous avez posées sur les associations, l'utilité des associations. C'est qu'en fait, pour entendre l'autre, il faut lui accorder du temps et de l'attention. Ça paraît complètement idiot ce que je dis là peut-être, mais retenez juste une seule chose. Pour comprendre l'autre que vous ne comprenez pas, il faut lui accorder du temps et de l'attention. Et quand on fait ça, les mamans le savent, c'est quelque part l'amour est pas loin, ou l'altérité ou le respect de l'autre est pas loin. Ce qui nous manque à nous, c'est du temps et de l'attention des autres, parce que nous, on passe tout notre temps à vous décrypter, tout notre temps à vous décrypter dans votre étrangeté. Donc le monde associatif est là pour dire quoi? Pour dire, attendez, il y a d'autres paroles que ceux qui savent. Il y a plein de gens qui savent, mais une fois qu'on sait quoi, on n'en sait trop rien. Il faut faire avec. Et pour faire avec, on n'attend pas, bien sûr, que pour l'espoir, il est nourri de deux gros éléments. Les progrès de la science et de la médecine, qui peuvent éventuellement nous aider à progresser. Mais une fois qu'on est handicapé ou qu'on est comme ça, on fait quoi avec ce qu'on a? Et il y a un autre pan qui est intéressant, c'est comment la société accepte cette différence-là, comment elle joue avec. Et donc, il y a ce qu'on appelle la partie sanitaire. Alors là, on entend tous les médecins dire leur science, mais il y a aussi le médico-social ou le social. C'est quelle est la place de la personne différente dans la société. On parle d'inclusion, on parle d'autodétermination, mais où est tous ces mots-là? C'est quoi? C'est rien du tout dans la réalité. Ça ne se traduit pas forcément par des réalités, tous ces mots-là. Et donc, la place des associations, c'est de militer pour dire, attendez, il faudrait peut-être nous écouter, parce qu'on a, même si on n'a pas, si on ne dit rien, c'est pas forcément qu'on n'a pas des choses à dire. Et quand on commence à nous écouter, c'est bizarre, on remet tout à l'envers. Alors là, ça gêne beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit de dire des choses politiquement surprenantes? Ça veut dire les associations parentales militantes, c'est pour défendre jusqu'au bout les gens qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne disent rien, ceux qu'on n'entend pas et qu'on parle pour eux. Et je vous assure, mon gamin, 37 ans, pour le comprendre,
je passe des heures à côté de lui à rien dire, juste à l'écouter. Dans ces bizarretés qui ne sont pas forcément des bizarretés. Et il est bien, dès qu'il sait qu'on l'écoute, il se sent mieux et il arrive à exprimer des choses. Donc mettez-vous à l'écoute, comme nous on le fait, pas de façon symétrique cette fois, parce que la symétrie, c'est nous qui la vivons, c'est nous les différents que vous dites, parce que la normalité c'est bizarre, hein, il faudrait savoir qui est normaux, hein, parce que quand on regarde la télé, vous avez qu'à regarder un pic, qui c'est qui est normaux ici, hein, qui c'est qui est normaux, qui c'est qui. Ouais, ça fait rire, bon, c'est déjà un bon signe, mais nous on passe notre temps à vous décrypter dans votre étrangeté, on vous trouve vraiment très 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 étrange. Et bien faites la même chose, qu'ensemble on essaye de se décrire, on passe du temps et vous verrez, on va vous renvoyer des 1000 et des 100. Si vous faites l'effort de nous comprendre, on vous enverra des 1000 et des 100. Donc la place du monde associatif, c'est une place, si elle n'était pas, alors si ça n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait? Ben, place à la technocratie, place à je ne sais trop. Hein, les sachants parlants, les autres sont dépendants. Et ils sont souvent dans des situations de dépendance non forcément consentantes. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont déjà contents d'être pris en charge, mais ils n'osent plus trop rien dire parce qu'ils sont déjà contents d'avoir ce qu'ils ont. Parce que des fois, hein, qu'on leur dise, attendez, comme on est en pénurie, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller ailleurs. Donc le rôle des associations, c'est le rôle du défenseur ultime. C'est celui qui va aller jusqu'au bout, tout le temps, même au-delà de la vie des parents, pour défendre l'intérêt des gens qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, des plus faibles. Et c'est ça Dedici. Dedici, l'association que j'ai montée il y a 1 an et demi, c'est pour faire une espèce de laboratoire d'échange et de méthode pour dire organisons-nous autour de la personne la plus vulnérable et voyons qui est le défenseur ultime et qui s'occupe du cas. Et on verra qu'il n'y a rien de tout ça. Alors on a des belles lois, loi 2005, etc. En France, toutes les lois sont excellentes. Elles ne sont pas appliquées. Et donc il faut organiser pour que les lois puissent être appliquées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La place des associations, c'est ça. Merci Jean-Luc Lemoine. Paul Franck, encore un point. Donc, cette intégration de ces enfants et de ces adultes qui ont des comportements parfois un petit peu hors cadre, est-ce qu'il y a des endroits, il y a des modèles de société où ça se passe mieux, des modèles de culture, des continents où les enfants et les adultes Asperger ou alors autistes plus graves sont reconnus? Alors, si vous permettez, je vais juste vous donner 2 petits exemples très courts qui sont des situations que j'ai vécues, juste pour étayer un petit peu ce que Jean-Luc expliquait. Quelques années, j'ai une jeune fille au téléphone, étudiante sur Mulhouse, étudiante même relativement brillante, sauf qu'elle se cherchait, elle ne savait pas clairement ce qu'elle voulait réellement faire, donc grosso modo, tous les 2 ans, elle changeait d'orientation une fois qu'elle était arrivée au bout de sa zone de compétences. Quand je lui ai posé la question concernant sa perception de sa propre vie, elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit, tu vois, finalement, si tu vas interroger des personnes qui me connaissent à la fac, ils vont te dire que je suis une personne finalement socialement relativement à l'aise, hein, je donne cette impression-là. Elle me dit la seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que finalement tous les matins avant de partir à la fac, c'est comme si j'enfilais un costume de normalité pour paraître la plus ordinaire possible et pour paraître socialement acceptable par mes collègues de fac. Elle m'a dit le seul problème, c'est que le seul moment où je peux réellement être moi, c'est le soir quand je rentre chez moi et que j'enlève ce costume de normalité. Et là, je suis moi. Et finalement, juste avec ce petit exemple-là, vous voyez bien ce que la société nous force effectivement à faire pour paraître le plus ordinaire et le plus normal, même si ce terme-là finalement ne veut absolument plus rien dire, de paraître le plus normal et le plus ordinaire possible, alors qu'on ne peut simplement pas être soi-même. Un second exemple, juste très rapidement également, on dit souvent que un des traits qu'on retrouve sur l'intégralité du spectre autistique,
c'est la difficulté d'interagir, la difficulté sociale et l'incapacité d'interagir avec les autres. Ok, je l'entends, je le vis, je le vois. Je prends un exemple tout simple. Le jour où nous avons fait l'Assemblée générale, quand on a construit finalement, quand on a donné naissance à Asperger, on était une petite cinquantaine, et il y avait bon nombre d'enfants. Ces enfants ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais vus. Tous diagnostiqués, autistes plus ou moins sévères, peu importe. Il aurait été, si on suit le dogme finalement et la définition même, ces enfants auraient dû chacun se placer à une extrémité de la pièce et rester dans leur coin. En moins de 5 minutes, des groupes d'enfants s'étaient formés, entre ceux qui faisaient du dessin, ceux qui avaient piqué un paperboard pour commencer à décrypter le chiffre pi, je crois qu'ils sont arrêtés à la 63e décimale, et d'autres, effectivement, qui avaient pris des boîtes de jeux et qui commençaient à jouer. Je peux vous assurer que ces enfants-là ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est mon enfant, et quelqu'un dans la salle ici pourra en attester puisqu'elle le connaît très bien, mon enfant a eu toujours beaucoup plus de facilité à aller vers d'autres personnes qu'il ne connaît pas, alors que pour lui, il est pratiquement impossible de s'intégrer dans un groupe de personnes qu'il connaît. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication pour ça. Mais pour lui, aller vers les autres, même venir spontanément vers vous et vous se présenter, il le fera de façon très spontanée. D'ailleurs, c'est assez bizarre, puisqu'on est obligé de lui apprendre à devenir timide, ce qui ne l'était pas de façon naturelle. Mais bon, venant d'un enfant, ça peut faire sourire. Quand on est adulte et qu'on a le pragmatisme d'une personne Asperger, c'est assez compliqué. Donc on est obligé de lui apprendre un certain nombre de modes de communication sociaux pour qu'il puisse effectivement grandir. Je reviens à votre question concernant les modèles. Alors, c'est évident qu'en France, on a du retard, on n'est pas là pour en parler. Enfin, il y a du retard, mais l'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de se dire, OK, on a peut-être une possibilité maintenant, on enclenche la seconde et on essaye de rattraper ce retard. La difficulté en France, c'est que, et ça c'est valable absolument pour tout, c'est que le système français ne conçoit que la solution n'est entendable que si je l'ai créée moi-même. Donc, en aucun cas, on va aller regarder ce qui se passe ailleurs, parce que, voilà, si c'est pas français, imaginez, ça peut pas fonctionner. Bon. Force est de constater que dans certains pays, on parle souvent des pays nordiques, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup du Canada, où effectivement les modèles de prise en charge sont très différents, sont diamétralement différents. Là où c'est très compliqué, c'est qu'effectivement, notamment au niveau des États-Unis ou même du Canada, on n'est pas du tout sur le même schéma de prise en charge. Ce sont des prises en charge principalement privées qui coûtent de véritables fortunes et où les parents se saignent pour 3 vies pour pouvoir offrir à leurs enfants des structures d'accueil, alors clairement, très au point, très en avance, très à l'écoute, et où ils peuvent se payer le luxe, comme le disait très justement Jean-Luc, de prendre le temps. Et souvent les Québécois le disent, on ne soignera pas un autiste, mais par contre on va prendre du temps. Il sera tout à fait capable d'apprendre, mais ça va prendre du temps. Et oui, sauf qu'en France, du temps, on n'en a pas. Mais le regard de la population envers les personnes autistes est différent également ou pas? Alors, si je prends un exemple très simple, pour l'avoir vécu, il y a... Prenez certaines universités, par exemple aux États-Unis. Certaines universités font des pieds et des mains pour accueillir un étudiant porteur soit d'Asperger, soit du haut niveau. Tout simplement parce que leur vision est différente, leur capacité à apprendre et leur capacité à emmagasiner des données sont impressionnantes. Donc c'est très valorisant pour une université. Maintenant, la difficulté, c'est que souvent, et ça c'est finalement ce qu'on ressent tous, c'est que nos enfants sont capables, on dit souvent, vous citiez tout à l'heure Rainman et autres, nos enfants ne sont pas comme ça. Ils ont des capacités dans leur domaine de prédilection qui sont assez variables d'ailleurs et qui changent beaucoup avec le temps. Ils ont des capacités à apprendre des quantités d'informations absolument gigantesques, avec justement une mémoire excessivement importante. Malheureusement, la grande difficulté, c'est que toutes ces compétences-là, tous ces apprentissages-là, sont des compétences encyclopédiques. Et leur difficulté sera toujours la même, ça sera de transcrire ces compétences et ces connaissances encyclopédiques en compétences pratiques.
Donc, les pays nordiques, pareil, les pays nordiques, eux, ne font aucun... ils sont en train même de révolutionner effectivement leur système scolaire en faisant fi complètement des différentes matières, en ne faisant plus qu'un tronc commun. Donc, mais la grande difficulté du système français, à mon sens, comme nous on le vit, vous avez énormément de dispositifs, vous avez beaucoup de choses qui sont très louables. On a nous-mêmes participé à la mise en place de plusieurs plateformes, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. Ce qui manque malheureusement entre tous ces dispositifs-là, c'est du liant. Il n'y a aucun liant entre chacun de ces dispositifs. Et finalement, la majorité de nos enfants sont sacrifiés dans la mesure où personne ne s'est encore posé la question de savoir qu'est-ce que veut la personne, qu'est-ce qu'elle souhaite, puisqu'on est toujours dans la même logique du « nous savons, donc nous allons penser pour vous et vous allez faire ce qu'on vous propose ». Mais à aucun moment on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'enfant ou qu'est-ce que l'adulte souhaite réellement et qu'est-ce qu'on peut, en face de cela, mettre en place ou proposer comme dispositif afin de lui proposer un réel projet de vie qui puisse aller depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, jusqu'à la vieillesse et peut-être même jusqu'à son dernier souffle. Bernard Goltz, vous vouliez réagir, je crois. Mais oui, parce que vous posez une question extrêmement importante et difficile de savoir s'il y a des endroits sur Terre où la vie est plus facile pour les enfants ou les personnes autistes. C'est très compliqué parce que le droit à la différence est quelque chose qui est fragile partout. Parce que notre nature humaine n'accepte pas si facilement que ça les différences en général. On le voit en ce moment dans d'autres domaines, et la différence autistique en particulier. Alors on est dans une période, ça affleurait tout à l'heure et je trouve que c'était très important, on est dans une période, disons en Occident, un peu particulière. Avant 1943, Léo Kanner a décrit l'autisme en 1943. Avant 1943, les personnes autistes existaient. On ne les avait pas nommées, on ne les avait pas repérées, et personnellement, je pense qu'elles souffraient. Elles souffraient à leur manière, avec tout ce qui a déjà été dit ce matin. Elles souffraient sans être, tout à l'heure, elles souffraient sans être reconnues, mais elles souffraient. Voilà. Là, on est passé dans une étape différente où on a repéré la pathologie autistique dans toutes ses variations. On peut discuter sur la fréquence, est-ce qu'on met tout le monde dans la même rubrique ou pas, mais enfin, en tout cas, la catégorie autistique a été repérée. Et en même temps, tout d'un coup, on nomme une différence. Alors tout de suite, bien sûr que c'est mieux de les avoir repérés. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur ce que je dis. Je ne regrette pas la période d'avant 1943. C'est bien mieux de les avoir repérés, mais il va falloir qu'on puisse... Tout à l'heure, ça a été dit, d'ailleurs, vous-même, vous avez réagi là-dessus. Maintenant qu'on parle beaucoup des personnes autistes, 1 sur 50, 1 sur 60, 1 sur 80, en même temps, ils sont stigmatisés. Parce qu'effectivement, le fait de les nommer est un énorme progrès qui va, j'espère, déboucher sur des accompagnements, des prises en charge et une vie meilleure pour eux. Mais pour l'instant, c'est vrai que d'un certain point de vue, ça repère, ça peut stigmatiser aussi. On vient de faire passer avec Marie-Rose Moreau, qui est spécialiste de la psychiatrie transculturelle, une thèse concernant l'usage d'un outil qui est internationalement reconnu pour définir l'autisme, c'est ce qu'on appelle l'ADI, enfin peu importe. On s'aperçoit que l'usage de cet outil doit pouvoir prendre en compte des spécificités culturelles et qu'on ne peut pas appliquer un outil occidental comme ça de manière monotone, opératoire et impérialiste finalement à toute une série d'organisations socioculturelles qui fonctionnent autrement. Il y a encore dans le monde des pays où la notion d'autisme n'a pas de sens, mais pour autant les enfants ont été repérés comme différents, sacrés, fous. Est-ce qu'ils souffrent moins ou souffrent pas moins? Alors je termine parce que en même temps, dans cette période où on a enfin repéré cette catégorie autistique, mais il y a le risque de mal intégrer, de mal supporter la différence, il ne faudrait pas quand même penser que la souffrance des enfants autistes, je reviens au plus grave peut-être, ne vient que du regard extérieur. On a 3 catégories en ce moment de pathologies qui n'ont apparemment rien à voir, mais je voudrais faire le lien. Il y a les enfants autistes. Certaines familles, encore plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, mais comme nous commencent à dire, mais vous n'avez pas à soigner nos enfants. Être autiste, c'est une façon d'être au monde comme une autre. Après tout, pourquoi on voudrait absolument qu'ils rejoignent le groupe des neurotypiques? Bon, moi, vous avez sorti ce que je pense déjà. Ceux qui souffrent vraiment, c'est un peu difficile de dire ça. Bon. Il y a une autre catégorie de pathologie tout à fait différente, c'est les surdités.
où on a le même genre de position familiale. Ne pas entendre est une façon d'être au monde comme les autres. Il y a 7 sens, il n'y en a pas que 5, il y en a 7, je vous expliquerai si vous voulez. Enfin, en tout cas, il y a 7 sens. Après tout, on peut se passer de l'audition, pourquoi pas. Et puis, il y a les ambiguïtés sexuelles, très rares, où on commence à avoir tout un mouvement assez intéressant et important de dire, finalement, on pourrait vivre, sur le plan de l'identité sexuelle et le genre, sans être mâle ou femelle, mais un troisième genre qu'il faut respecter. Et moi, je ne vois pas évidemment de rapport direct entre l'autisme, la surdité et l'ambiguïté sexuelle, mais du point de vue des positions parentales ou sociétales, l'idée qui est derrière, c'est de dire au fond que la souffrance des enfants ne viendrait que du poids du regard extérieur. Si on acceptait mieux les enfants autistes, si on acceptait mieux les enfants sourds, si on acceptait mieux les enfants ambigus sexuels, peut-être ne souffriraient-ils pas. Moi, je ne le crois pas. Il y a, dans certaines formes d'autisme, une souffrance qui est endogène et qui appartient à l'enfant. C'est ce que je voulais dire. Alors, j'abonde dans votre direction, simplement en vous donnant une toute petite vignette clinique, mais c'est une situation que je rencontre régulièrement, je dirais au moins une fois tous les 2 ou 3 mois en consultation. C'est ce patient qui vient pour un motif de consultation parfaitement banal. En l'occurrence, c'était une lombosciatalgie. Je le revois 2-3 fois. Et puis, j'ai une conviction, après avoir longuement discuté avec lui, après qu'il m'ait raconté les différentes pages Wikipédia qu'il a déjà rédigées, etc., je me forge la conviction assez certaine, basée sur une sémiologie, c'est-à-dire une analyse clinique qui n'est pas totalement dénuée de connaissances tout de même, que cette personne présente un syndrome d'Asperger. Et je ne sais pas comment réagir. Et jusqu'à présent, bien entendu, je n'ai pas passé le cap d'annoncer, parce que je ne sais pas si la personne n'a pas de plainte, la personne a l'air d'aller bien, mais peut-être que le fait d'avoir un diagnostic pourrait éventuellement répondre à des questions qu'il s'était posées mais dont il ne m'a pas parlé, ou au contraire, peut-être le fait de poser un diagnostic va être amené à mettre la personne dans une situation de pathologie alors qu'auparavant, elle ne l'était pas. Donc ça, c'est des situations, je pense, que tout médecin peut observer de temps en temps. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions du public, donc peut-être sur les causes, peut-être sur la prise en charge, ce sont des choses qui vont être abordées dans le public. Oui, Daniel Bensoussan. Je voulais savoir si on assiste à une augmentation de la prévalence de l'autisme en France, ou cela tient-il à un meilleur diagnostic. Deuxièmement, pourquoi y a-t-il une différence de prévalence entre les pays? Troisième petite question, on a parlé des xénoœstrogènes dans l'étiologie de l'autisme. Et dernière petite question, l'intérêt du cannabis médical dans certaines formes d'autisme. Ça fait beaucoup de questions. On va peut-être les reprendre les unes après les autres. Alors la prévalence, peut-être. Je vais prendre la question de la prévalence. Et expliquer ce que c'est que la prévalence aussi, peut-être pour le grand public. C'est l'impact des cas nouveaux trouvés dans la population. Il y a une étude, j'ai lu une étude qui est récente, qui date d'il y a 2 mois, une étude américaine, qui tente de faire l'impact, la différence entre ce qui est d'un meilleur diagnostic, d'un seuil ABC, etc., et de ce qui est de la prévalence normale de la population. Et dans leurs études, alors c'est assez compliqué, je ne vais pas revenir sur comment ils ont fait, mais à l'heure actuelle, donc ça c'est la toute dernière étude américaine, ils sont à 1,18% de la population. 1,18%, c'est beaucoup, c'est toujours en croissance. Avec tous les paramètres dits, mais on diagnostique mieux, il y a un effet de croissance à l'heure actuelle. Il y a aussi, donc cette étude portait sur tous les États américains. Tous les États américains. Il y a effectivement des différences d'État à État qui sont encore à essayer de calculer, d'essayer d'être trouvées, qui pourraient correspondre certainement à des seuils diagnostiques moins bons que dans d'autres États. Probablement, c'est ça la réponse. Mais c'est vrai qu'il y a une augmentation de la fréquence. Elle était normalement dans toutes les études mondiales, en Chine, au Japon, dans les pays anglo-saxons, on retrouve habituellement le même taux de prévalence. Donc il n'y a pas un pays où il y a moins d'autistes que dans un autre. Globalement, dans les pays qui savent faire du diagnostic et des études scientifiques valables, on trouve le même taux de fréquence. Mais c'est vrai qu'on est actuellement, une étude américaine au Wisconsin donnait un enfant sur 68, ce qui est énorme, en sachant que là-dedans, il y avait des enfants garçons qui sont un peu plus atteints que les enfants filles, ce qui faisait quasiment un enfant sur 50 s'il est de sexe mâle. Donc c'est vrai qu'il y a ce constat de l'augmentation des cas rapportés.
On se centre sur cette première question, peut-être, hein. Première question de la question. L'augmentation de la fréquence, elle a vraiment décollé à partir du DSM-3 et du DSM-4 aussi, parce que dans le DSM-4, on a commencé à parler de troubles. Qu'est-ce que c'est que le DSM, peut-être ? C'est des classifications internationales. En anglais, ça veut dire DSM Disorders Statistical Manual, le manuel statistique de classification des maladies. Alors, il est refait tous les 10 ans à peu près, donc DSM-3 en 80, DSM-4 10 ans plus tard, DSM-5 récemment. Quand on a commencé à parler de troubles envahissants, de troubles envahissants du développement, et qu'on a dit, dans cette case-là, il y a les autismes typiques, mais il y a aussi des troubles envahissants du développement atypiques, puis des troubles envahissants du développement qu'on appelle non spécifiés. Dans le DSM-5, on a remis toutes ces catégories sous l'étiquette TSA, troubles du spectre autistique, avec l'intérêt aussi que ça peut avoir. Mais du coup, le mot autisme revient pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà une source d'augmentation massive de la fréquence apparente. Mais il y a aussi ce qui vient d'être dit, c'est que quand même, avec les années, le diagnostic s'est affiné, il est de plus en plus précoce, et il y a des enfants pour lesquels on n'aurait pas pensé autisme qui, aujourd'hui, sont dans cette rubrique. Moi, je pense en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a il y a quelques variations, mais les épidémiologistes nous disent que c'est très très difficile à quantifier. Il y a quelques variations d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, alors d'un État des États-Unis à l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas d'une région à l'autre du monde. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que autant il y a des variations massives de la schizophrénie, des schizophrénies selon les endroits du monde, autant on n'a pas les mêmes variations pour la question de l'autisme. Et donc, une fois pour toutes, aujourd'hui, on pense vraiment que les autismes ne sont pas à rentrer dans le cadre des schizophrénies. Ça, c'est, voilà. L'augmentation, maintenant, elle est mixte. Et il y a une apparence, il y a des choses, peut-être quelque chose. Vous savez, je voudrais dire une chose. Moi, je travaille à Necker. Alors, on dit que Necker, c'est dans les beaux quartiers. Hein. Mais tous les beaux quartiers ont leur revers aussi. Hein. Voilà. Et moi, depuis, dans le centre diagnostic et de dépistage et d'évaluation qui fonctionne à Necker, sur 15 ans, ça fait une quinzaine d'années que j'y suis, les enfants qui viennent pour une suspicion d'autisme et qui sont issus de la précarité sont en augmentation considérable. Ça veut dire que dans le modèle qu'on a de l'autisme infantile, il y a probablement des facteurs d'ordre très différents. Je suis psychanalyste, personne n'a osé le dire jusqu'à maintenant, je le dis. Je suis pédopsychiatre et psychanalyste. Malgré tout, je sais bien qu'il y a une dimension de fragilité génétique, de risque génétique évidente dans les pathologies autistiques. Mais il y a aussi des facteurs d'ambiance. Et la précarité qui d'ailleurs dès in utero peut avoir des retentissements sur l'organisation cérébrale, la précarité est un facteur de risque qui vient se surajouter au risque génétique. Donc si la précarité augmente, si la société va très mal, indépendamment de ce que j'ai dit du DSM-3, DSM-4, DSM-5, il y a aussi une petite source d'augmentation possible. Hein. Donc, bonjour. Alors c'est vrai que ça va être un peu difficile pour moi d'intervenir, puisque j'ai essayé d'intervenir ce matin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, et je ne sais pas si j'étais bien compris. Mais c'est vrai que je fais partie donc d'une association qui s'appelle la Maison de l'Autisme de Mulhouse. Alors mon diagnostic n'est pas posé, mais bon, je pense que ce diagnostic est exact. Et donc j'ai eu dans ma vie, alors je ne parlerai pas de mon métier, mais je dirais que j'ai un métier un peu particulier. Et ce métier un peu particulier me fait dire qu'il n'était pas du tout adapté à ma problématique. Alors après, même si ce n'est pas une véritable question ici, dans le cadre de ce débat, mais je la poserai quand même parce qu'elle me tient à cœur, et c'est vrai que si on veut faire un accompagnement correct, il faut réduire les délais de diagnostic. Donc quels sont les délais recommandés par l'HAS et quels sont les délais moyens en France de diagnostic? Donc après, il y en a d'autres questions. Je crois que la question est assez à propos, effectivement. En termes de diagnostic, est-ce qu'on est sur un diagnostic précoce? Est-ce qu'on est sur un diagnostic tardif? Est-ce que ça dépend des formes? Bon. Avant l'HAS, quand c'était encore l'ANAS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentale, il y a une dizaine d'années, l'ANAS, c'est pas moi, c'est la France, disait il ne faut pas parler d'autisme avant 2 ans. Alors, c'était un peu ce qu'il y a du temps. Et l'ANAS, d'ailleurs, disait, c'est parce que le terme d'autisme est tellement angoissant pour les familles que ce n'est pas d'en parler qui va créer l'autisme, mais on risque de les inquiéter et de les gêner dans leur processus d'adaptation à un enfant qui, pour l'instant, est encore ouvert
à différentes perspectives. Aujourd'hui, on dit plus ça. On dit qu'on aimerait que la majorité des diagnostics soient faits dans la deuxième année de vie, entre 1 et 2 ans, dans la deuxième année de vie, parce que là, c'est possible, on a des outils, et je vais en redire un mot après. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic en première année de vie? C'est important d'en parler dans un forum de bioéthique. C'est ma deuxième question. C'est important, mais j'anticipe un peu. C'est important d'en parler dans un forum de bioéthique, parce que plus on fait du dépistage précoce, plus on doit avoir une réflexion éthique spécifique sur le maniement des informations. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, peut-être que dans 20 ans, ce sera différent, mais aujourd'hui, en 2018, il y a un certain nombre de bébés entre 0 et 1 an qui sont en difficulté relationnelle, mais qui peut-être ne vont pas tous devenir autistes. Et parfois, c'est très difficile de démêler. Donc il faut en première année de vie penser qu'il y a une plateforme de vulnérabilité, peut-être autour de la dysensorialité dont on parlait tout à l'heure, que tous ces enfants-là ont besoin qu'on se jette dans la bagarre absolument pour les ramener dans la relation, mais sans forcément être obsédés entre 0 et 1 an par le diagnostic d'autisme. Ceci étant, je module ma réponse, il y a quand même aujourd'hui quelques outils qui apparaissent pour un diagnostic non pas précoce, mais précocissime, qui là serait vers le 8e, 9e mois de la vie, qui pourrait être intéressant. Alors, en deuxième année de vie, simplement pour ça, pourquoi on n'y arrive pas? Et on entend encore beaucoup de familles qui disent « mais mon enfant n'a pas été diagnostiqué avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans ». Alors ça c'est tout à fait inadmissible. J'espère que ça sera de moins en moins le cas. Aujourd'hui, on a ce qui va se mettre en place, vous le savez sans doute, les plateformes de diagnostic précoce. Ça va être important s'il y a des moyens qui sont accordés à ça, et si ce n'est pas une énième couche du millefeuille dans lequel on a un petit peu tendance à se perdre. Mais soyons optimistes, ça va dans le bon sens quand même. Après, ma deuxième question, puisqu'elle n'était pas complète, vous avez répondu partiellement par rapport au premier mois de la vie. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un diagnostic anténatal? Alors ma question n'est pas posée dans un but d'eugénisme, puisque c'est vrai que je suis intervenu à Strasbourg récemment sur la génétique, et c'est vrai qu'on a pensé que j'intervenais dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que pour moi, même si un bébé n'est pas autiste, et si on ne sait pas le dire au départ, il peut être en souffrance, et l'accompagnement des familles est quelque chose de primordial. Là, je vous répondrai en mon nom propre, ça n'engage que moi, mais je crois qu'il faut faire très attention au diagnostic anténatal dans ce champ-là. J'essaye de vous répondre, c'est important, hein, parce que vous posez une question cruciale. Il y a quelques années, une dizaine là aussi, vous savez qu'en Angleterre est apparu un test qui repérait dès la vie prénatale, pendant la grossesse, un allèle particulier, un gène particulier, qui était soi-disant responsable de l'autisme. Et il y a un certain nombre de grossesses qui ont été interrompues sur un gène. Aujourd'hui, et finalement, le test, en France, le test a été interdit, l'INSERM s'est positionné de manière très nettement, parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui de la génétique de l'autisme est une génétique de risque, pas une génétique de cause. Donc c'est quand même difficile de prendre des décisions aussi graves, humainement parlant, sur un allèle, et nous n'avons aucun gène anormal qui soit partagé par tous les enfants autistes. Chaque enfant autiste a sa configuration génétique de risque, ce qui rend le diagnostic anténatal extrêmement difficile. Et je crois que dans un forum de bioéthique, il ne faut pas avoir peur de dire les mots, parce que j'ai entendu Joseph Chovanec s'exprimer, et moi ça a été un peu un électrochoc, où il expliquait qu'effectivement, pour le cas des trisomies 21, par exemple, il existe aujourd'hui un test anténatal, et le professeur Nizan en a déjà parlé, effectivement, la plupart maintenant des grossesses à risque n'arrivent pas à terme. Que peut-on imaginer? Et bien entendu qu'on ne peut pas superposer cette situation s'il devait y avoir un test anténatal sur l'autisme. Mais on se prive, ça a été dit tout à l'heure, on se priverait sans doute d'un certain nombre de personnes un peu différentes, mais extrêmement intéressantes. De mon point de vue, encore là, je partage tout à fait, mais c'est important que le public puisse l'entendre aussi. Donc la dernière question... Attendez juste un instant, Paul Franck. Oui, je me permettais juste, effectivement, vous parliez de Joseph. Joseph Chovanec m'a justement posé cette même question il y a à peu près 3 ans, en me disant, voilà, imagine, demain, on met à ta disposition une boîte de médicaments qui vont pouvoir soigner ton enfant. Le terme est mal choisi, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas hésité. Clairement, je vais dire, voilà, mon enfant est ainsi, il est né comme ça, il y a sans doute une bonne raison, et je reste persuadé qu'effectivement, il y a plus à apprendre des personnes avec autisme qu'à ne pas apprendre. Je me permettais juste parce que le professeur Mandel apparemment voulait intervenir.
Après, bon, la dernière question, la réponse a déjà été partielle. Elle touche effectivement la notion de la définition de la normalité. Donc, qu'est-ce que c'est la normalité? À partir du moment où on définit la normalité, comment acceptons la différence? Et puis après, il y a la notion de tolérance et de respect, ce qui semble effectivement important pour permettre effectivement quand même si effectivement, je suis d'accord avec vous, une partie de la souffrance est liée au ressenti personnel des personnes autistes, parce que c'est vrai, quand on a du mal à ressentir ses sentiments, du mal à ressentir ses pensées et à les orienter, et du mal au niveau des sensibilités, une partie de la souffrance, elle vient de la personne elle-même. Après, le fait d'être accepté ou pas, le fait d'être reconnu ou pas, le fait d'être compris ou pas, va rajouter à la comorbidité. Et c'est vrai que si on arrive à bien accompagner, on peut réduire les comorbidités. Voilà. Là, vous savez, pour la psychiatrie, pour la psychopathologie, la psychologie, la psychanalyse, la normalité est indéfinissable. Mais disons qu'on a quand même 2 critères, c'est pouvoir aimer et pouvoir travailler. C'est déjà pas mal. Hein? Oui, il a été beaucoup question de l'autisme de l'enfant, le dépistage. Comment évolue l'autisme au fur et à mesure que l'enfant évolue vers l'âge adulte? Y a-t-il un traitement d'accompagnement? Qu'apporte ce traitement s'il existe? Et une fois dans l'âge adulte, quelle place trouve-t-il dans la société, sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial? Il va y en avoir pour une demi-heure. Alors, l'étude des cohortes et mon expérience professionnelle va vous dire la chose suivante. L'autisme évolue pendant la vie, c'est un trouble du développement. On se développe la vie entière. Et ce qui a été noté par les différentes études anglo-saxonnes montre qu'en fait, l'autisme, en vie durant, aurait une tendance à s'améliorer. C'est-à-dire que certains des troubles constitutionnels de l'autisme trouvent des arrangements. Les interactions sociales semblent s'améliorer, même si elles restent le noyau dur de la personne autiste adulte. Les amitiés vont commencer à pouvoir se créer. La gestion sensorielle va changer. La question, par exemple, de la douleur. La douleur chez le petit enfant est souvent non exprimée. Elle va être exprimée chez l'adulte. Elle va se développer, la sensorialité se développe. Donc on pourrait dire aux parents, votre enfant va certainement évoluer en pouvant s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir de son autisme, ça il est clair. Ça n'existe pas. Je profite un peu de cette audience pour quand même affirmer la chose suivante, on ne sort pas d'un autisme. Donc on peut s'améliorer au sein de l'autisme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on est... Alors malheureusement aussi, l'évolution vers l'âge adulte s'accompagne, parce que ça n'a pas encore été dit ici, s'accompagne de comorbidité. Ça veut dire quand on est autiste, on a des fragilités génétiques probables pour pouvoir malheureusement avoir des comorbidités liées aux troubles, les dépressions, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, donc les troubles psychiatriques. Sont des troubles, il y a des troubles médicaux, l'épilepsie, etc., mais les troubles psychiatriques se développent et prennent effectivement de la place chez l'âge adulte, notamment les troubles dépressifs. Donc c'est vrai que la trajectoire, elle ne se complique pas, mais elle va faire apparaître des comorbidités et il est très important que ces comorbidités puissent être diagnostiquées pour ne pas rajouter à l'handicap autistique l'handicap d'un traitement qui pourrait améliorer une comorbidité. Vous évoquez l'insertion. Alors, l'autisme, depuis 1996, est reconnu comme étant un handicap. Donc, on n'est pas encore à la question de la norme. La norme, pour l'instant, n'est pas handicapante. Donc là, on est dans un segment où on a reconnu un handicap. Donc, quand vous êtes diagnostiqué autiste, vous avez une reconnaissance sociale de votre handicap. Et donc, vous avez la maison départementale pour personnes handicapées qui va pouvoir ouvrir, ou pour l'enfant, ou pour l'adolescent, ou pour l'adulte, une série de mesures d'accompagnement en fonction de la situation. Donc ça peut aller d'un placement en structure, ça peut aller à une aide d'accompagnement financière, ça peut aller vers une réorientation professionnelle, ça peut aller vers une tentative, pour certains, bien sûr, d'insertion professionnelle, avec des appuis sociaux qui peuvent aider à cette insertion professionnelle.
le célibat, puisque je crois que vous aviez terminé la question maritale de ces personnes. Alors, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé un peu dans le spectre de l'autisme de haut niveau, un jour, une équipe vosgienne m'a appelé en me disant « Vous avez diagnostiqué Madame A, là, elle vient d'avoir un enfant, elle vient d'accoucher, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis moi, j'étais là, je me suis dit « Ah bon elle a accouché, comment est-ce possible ?» etc. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup de femmes autistes, mères de famille, beaucoup de pères autistes, pères de famille. Et il y a effectivement une vie sociale, une vie maritale qui peut se faire. Elle a ses caractéristiques, certainement, qui sont liées, bien sûr, à l'autisme de la personne. Mais on arrive à se marier, à trouver quelqu'un et à pouvoir tenter de rentrer dans une vie maritale. Je ne sais pas si je dois mettre normale, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une norme à mettre derrière le mot marital. Je crois juste que Jean-Luc Lemoine voulait compléter la réponse également. Je remercie monsieur d'avoir parlé de l'avenir des personnes. Effectivement, comme il a été dit, on ne guérit pas de l'autisme. Ou du moins, on atténue des choses. Donc, on espère beaucoup que la science puisse progresser si c'est une pathologie. Je reste persuadé qu'on est un peu différent et pas forcément malade. On n'est pas malade. Je ne pense pas qu'on soit malade parce que des maladies, il y en a ailleurs. On ne guérit pas, ou on guérit, je ne vois pas de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la société avec ça? Tout tourne autour de l'accompagnement et de l'insertion, de la façon dont on va pouvoir vivre avec ça. Donc, l'avenir des enfants, l'avenir de nos enfants, c'est essentiellement comment la société va organiser l'accompagnement autour pour... Alors, tout à l'heure, on parlait de différence et d'intégration. En mathématiques, différencier, c'est l'inverse d'intégrer. Et donc, on est tous différents. Il va falloir donc intégrer tout le monde, y compris les autistes, dans une société plus tolérante. Et donc, le problème se pose, c'est comment on accompagne ces gens vulnérables pour qu'ils ne soient pas... parce que la nature est bien faite, hein, en général, elle essaye d'éliminer ceux qui ne sont pas comme les autres, et donc pour les protéger. Donc la grosse question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas une question sanitaire. On est dans le monde du médical et on a des réponses médicales qui progressent, mais la deuxième partie, c'est une fois qu'on n'arrive pas à guérir, c'est comme si vous aviez perdu une jambe, si vous voulez. Vous sortez de l'hôpital, vous êtes guéri, vous avez une jambe, mais vous faites quoi avec une jambe en moins? Eh bien, c'est pareil. Là, on a guéri, on essaye de réduire, mais on fait quoi avec? Et toute la question est là, et la société n'y a encore pas répondu. C'est pour ça que nous, associations, on milite sur une organisation radicalement différente. Le mot radical fait peur, mais il veut dire en français simplement profondément et totalement différente de ce qui existe aujourd'hui. Malgré tous les efforts qui sont faits, il y a une immensité encore de choses à faire pour que l'accompagnement se fasse au regard des personnes qui sont impliquées et non pas que concernées. La différence, je vous la fais quand même, entre le mot « concerné », ce n'est pas des idiots encerclés les concernés, et « impliqué », c'est l'analogie ou la métaphore avec l'omelette au lard. Dans l'omelette au lard, il y a deux ingrédients. Il y a un œuf, où il y a des œufs, et il y a du lard. La poule qui a donné l'œuf, elle est concernée. Et le cochon qui a mis le lard dedans, lui, il est impliqué. Il ne raisonne pas de la même manière. Et donc, nous, on est impliqués, c'est-à-dire qu'on est dedans et on est entouré de concernés. Et il faut que tout ça, ça fasse une bonne omelette. Et donc, il va falloir travailler encore parce que la parole est plus donnée aux concernés qu'aux impliqués. Et donc, une fois qu'on aura établi ça, on verra, et c'est tout le militantisme de Dedici, c'est comment on accompagne les personnes qui sont différentes dans une société qui est normée et qui aime bien la norme et les cases, alors que tout le monde est différent et que tout le monde doit vivre ensemble. Oui, bonjour, merci pour ce débat extrêmement riche. Alors, juste deux, trois petites choses. Donc, Jean-Louis Mandel, généticien.
D'abord, sur l'aspect de la fréquence qui augmente, de la prévalence qui augmente, il y a quand même, d'abord, il y a plusieurs, on l'a évoqué, degrés d'autisme ou d'atteinte neurodéveloppementale. Je pense qu'il vaut peut-être mieux quelquefois parler de troubles du neurodéveloppement. Grossièrement, il y a ceux qui ont une déficience intellectuelle, ce qu'on appelait dans le temps retard mental, c'est 30-40% d'entre eux. Et d'ailleurs, ceux-là, quand on fait des études génétiques, on trouve dans 50% des cas une cause. Et par exemple, une maladie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle le retard mental avec X fragile. Dans le temps, on disait il y a à peu près 10% qui sont autistes. Maintenant, c'est devenu l'exemple du gène qui entraîne l'autisme. Donc on voit le glissement sémantique. Ce qu'il faut voir, en tout cas, je sais que c'est aux États-Unis, c'est que dans plusieurs États des États-Unis, il y a des aides éducatives si vous avez un diagnostic d'autisme, si votre enfant a un diagnostic d'autisme. Il n'y a pas si il y a un diagnostic de déficience intellectuelle. Puis comme la déficience intellectuelle fait que les relations sont plus difficiles, donc il y a des problèmes relationnels, des problèmes d'interprétation. Donc si vous voulez, une partie de l'augmentation, parce que la déficience intellectuelle, c'est quand même 1 à 2% de la population, une partie du glissement, c'est ce qu'on appelait déficience intellectuelle maintenant, pour diverses raisons, dont l'évolution de diagnostic, mais aussi la pression sociale, on appelle ça autisme. Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a peut-être dans l'augmentation d'autres aspects, par exemple, environnementaux. Il commence à y avoir des études épidémiologiques. Par exemple, est-ce que les pesticides qu'on répand par hélicoptère près de villages où il y a des femmes enceintes, on sait quand même c'est un trouble neurodéveloppemental. Le développement du cerveau, il commence pendant la période fœtale. Et est-ce qu'il y a effectivement pas des aspects de toxicité? Ça, je ne pense pas qu'on ait une réponse, mais en tout cas, c'est une grande question. Alors juste sur la génétique, comme je disais, quand c'est un autisme sévère avec déficience, on trouve souvent une cause génétique. On peut vraiment dire qu'il y a une cause génétique. Et dans certains cas, ça peut s'accompagner de diagnostic prénatal parce que c'est des formes très sévères et il y a une cause. Mais quand on parle d'autisme de haut niveau, on trouve peut-être dans 1%, 2% des cas une cause génétique et la plupart du temps, on ne trouve rien parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, de toute façon, l'aspect de diagnostic prénatal, il n'existe pas. Alors, il y a quelquefois des gens qui ont voulu vendre des trucs, y compris des boîtes françaises d'ailleurs à un moment, et qui valaient rien. Donc ça, mais donc je crois que c'est une chose. Et la direction juste, je pense qu'un des problèmes, et ça a été soulevé, c'est que notre système scolaire, par exemple, est très intolérant à la différence, pas seulement d'ailleurs autisme, mais aussi les 10, etc. Et je crois qu'une des choses, c'est d'avoir, si on avait un système scolaire qui permettent de mieux valoriser différents aspects. Il est bricoleur, il sait ça, il est bon en musique, etc. Ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, où on n'a pas juste les connaissances livresques avec un programme qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, on voit souvent des enfants qui ont des problèmes de déficience légère, d'autisme, etc. S'ils sont dans le nord de la France, ils vont se faire scolariser en Belgique et pas en France parce que il y a un système scolaire qui est le début d'une intégration qui essaye de prendre mieux en compte leurs capacités. Et je pense que c'est pour le reste, après, quelque chose de très important. Si on dit, comme on entend, qu'il faut pouvoir changer de ville pour avoir un job, etc., il y a des gens pour lesquels le changement d'environnement est quelque chose qui est inacceptable. Donc il faut aussi trouver des choses pour des gens qui ne peuvent pas changer d'environnement. Une question dans le fond, oui. Oui, j'ai une question. Je suis Marie-Simone Rakotorezoa. Je fréquente les autistes au quotidien, dont un particulier. Mes deux questions, enfin la première remarque déjà, c'est qu'il y a une association Handi-Cheval dont je fais partie, qui s'occupe effectivement des autistes, mais en équithérapie avec les chevaux.
Et la question c'est, les autistes qui ont des problèmes au niveau des limites de leur corps, comment se fait-il qu'avec les chevaux, ils se sentent bien? Et la deuxième question, c'est comment faire pour transposer les compétences encyclopédiques en compétences pratiques. Voilà, je vous remercie. J'ai un petit mot. Allez, Merci beaucoup pour cette question qui ouvre, au début de la table ronde, j'ai parlé d'intersubjectivité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un bébé, un enfant, va un jour ressentir, je ne dis pas savoir, parce qu'il va le ressentir avant de le savoir, mais ressentir que lui et l'autre, ça fait deux, qu'entre lui et l'autre, il y a un écart, que c'est dans cet écart-là que vont se mettre en place les liens, et puis un jour, si tout va bien, le langage. On a longtemps pensé que cette intersubjectivité était quelque chose d'intra-espèce, c'est-à-dire entre un bébé humain et un adulte humain, qui sont d'ailleurs dans un rapport de réciprocité, mais de dissymétrie énorme. Le bébé humain, il faut quand même le rappeler, est le bébé mammifère le plus inachevé de tous les bébés mammifères du monde. Ça s'appelle la néoténie. Voilà, alors on pensait que cette histoire d'intersubjectivité ne pouvait se jouer qu'au sein d'une même espèce. Or, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, ceux qui ont des chiens ou des chats n'ont qu'à regarder comment un chien gentil peut jouer avec un bébé ou un chat gentil avec un bébé. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'une reconnaissance mutuelle particulière. Mais ce que vous dites à propos des chevaux, et qui est vrai aussi à propos des dauphins, parce que vous savez que la delphinothérapie et l'équithérapie ont été très étudiés à propos des enfants autistes. Je ne dis pas que ma réponse résume le problème, mais il y a quelque chose de très important à considérer, c'est que ni avec les chevaux, ni avec les dauphins, qui semblent effectivement ne pas effrayer les enfants autistes et leur permettre de rentrer en contact avec du vivant sans angoisse, il faut remarquer que les yeux sont latéraux. Et qu'une des choses qui angoisse beaucoup les enfants autistes, les plus jeunes, les plus autistes, les plus graves, l'autisme syndromique, même si M. Mandel me permet d'employer ce mot, voilà, eh bien ces enfants-là ont beaucoup de mal. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a on le voit au niveau du fonctionnement cérébral, au niveau des amygdales, etc., temporales. L'angoisse du regard est énorme, parce que quand l'enfant autiste voit deux yeux, il se sent éventuellement pénétré, intrusé, je ne sais pas quels sont les bons mots. Alors qu'avec le cheval et le dauphin, il n'a en général accès qu'à un seul œil à la fois, ce qui est tout à fait différent. Alors je ne sais pas si ça résume l'intérêt de l'équithérapie, de la delphinothérapie, mais c'est pour moi l'occasion de rappeler l'aspect très central des angoisses du regard. Bonjour. Je voulais poser une question très simple. C'est, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils peuvent l'être? Parce que ça, c'est la question. Je vais la développer un petit peu, parce qu'il me semble, surtout qu'ici, on a un parent autiste, on a 2 parents d'enfants autistes. 3. Je manque d'attention. Excusez-moi. Et il me semble qu'en fait, la question la plus importante pour vous aussi, c'est pas est-ce que mon enfant va être normal. On l'avait vu dans des reportages aussi, par exemple, sur les enfants, quelque chose d'un peu plus barbare, mais avec les enfants thalidomides, avec des enfants qui sont nés sans bras, sans jambes. Les parents se posaient sur l'embêtement des parents, c'était surtout est-ce que l'enfant sera heureux quand on leur proposait des prothèses ou quelque chose mécanique pour remplacer. Les enfants jetaient ça, les parents jetaient ça, et ils disaient le gamin n'est pas plus heureux avec, donc ça sert à rien. C'est pour ça. Essayer d'apporter des traitements, essayer d'apporter des réponses, non mais essayer de vous aider là-dedans. Est-ce que c'est possible? Comme vous dites, c'est une question simple. Peut-être, est-ce que Jean-Luc Lemoine, vous voulez vous exprimer sur cette question? Ou Paul Franck, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Oui, on a du mal à prendre... pour prendre la parole, nous, on a des... Merci. On n'est pas heureux de ce qu'on est. On est heureux de ce qu'on pense. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est dans la tête que tout se passe là. Donc, on est quoi? Tout se passera dans... Je vois pour mon gamin, je prends l'exemple de mon gamin, hein, il est tout de suite très mal. Il est dans un SAJ, donc un service d'accueil de jour, dans la journée. Il est au milieu de collègues à lui qui ont d'autres pathologies. Et quand on l'observe, quand j'arrive à me faire petite souris pour regarder comment il fait,
Et avec les professionnels qui l'entourent, mon fils est seul au milieu de la foule. Seul. Ça vous arrive aussi souvent dans la normalité. Il n'y a pas d'interaction et donc il est là seul. Et donc il est mal parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Mais dès qu'on lui accorde du temps et de l'attention, c'est ce que j'ai essayé de dire aux professionnels qui l'entourent, puisque c'est ça qu'ils devraient donner, mais visiblement ils n'ont pas le temps pour le faire, mais ils travaillent là-dessus. Dès qu'on accorde du temps et de l'attention à une personne autiste, quel que soit l'échange qu'on peut créer ou croire créer avec, il va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, oui, mon gamin rit, oui, il lui arrive très rarement de rire, de s'enthousiasmer, dès lors que le contexte lui permet de l'être. Et donc, c'est dans l'échange que les gens obtiennent le sourire. L'indicateur que je cherche à monter, moi, ailleurs, et pour tous les handicaps ailleurs, c'est comment on évalue le sourire d'une personne. Je peux vous dire, c'est très difficile, surtout pour des autistes qui n'arrivent pas à mettre sur le visage leur contentement ou des choses comme ça. C'est pas parce qu'on fait une grimace comme ça qu'on est content, ou alors il y a des spécialistes qui font des grimaces comme ça. Donc pour eux comme ça, ils font semblant d'être contents, en fait ils sont pas contents. Et nous, on peut être content sans l'exprimer, et donc il faut être très très attentif. Mais oui, bien sûr, ils peuvent être contents. Sinon, ils n'ont plus qu'à se jeter sous un camion. Hein. Et donc, non, ils ont envie de vivre, ils ont envie de rigoler comme tout le monde, mais il faut prendre du temps avec eux. Si vous permettez, je pense qu'il est important dans la question est-ce que cet enfant peut être heureux, de dire que ce sont des enfants qui restent à toute forme d'autisme dépendants de leur entourage. Donc cette dépendance est très importante et très forte et je dirais quasiment immuable. Ça veut dire qu'il va falloir que les gens qui s'occupent de ces personnes, donc les parents bien sûr, mais aussi des éducateurs, des professeurs et toutes ces personnes qui à un moment donné vont rencontrer cette personne, il est important que cette personne puisse comprendre ce que c'est que l'autisme, puisse être formée dans le cadre de l'autisme. Les structures médico-sociales se forment actuellement beaucoup. C'est vrai qu'elles ont été créées par un autre handicap qui les a fait naître, la trisomie. Et là, depuis maintenant quelques années, elles rencontrent des enfants qui ne sont pas du tout comme les enfants trisomiques. Ils sont presque souvent à l'opposé. Et donc, il faut leur apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est que l'autisme. Alors, bien sûr, la bienveillance, leur donner le temps, c'est fondamental. Mais c'est aussi d'essayer de comprendre comment fonctionne une personne autiste. Quelles sont les caractéristiques sensorielles, les caractéristiques cognitives, les fonctions exécutives, la planification, la rigidité, etc. Tout ça, ça doit être enseigné aux gens qui s'occupent de ces personnes. Bonjour, je suis maman d'un jeune de 31 ans qui a des troubles autistiques et je travaille également dans une structure médico-sociale auprès de jeunes qui ont des troubles autistiques, qui ont de 16 à 25 ans et qu'on aide dans leur insertion professionnelle. Alors, ma réflexion, c'est que je pense que tant qu'on n'aura pas des entreprises beaucoup plus citoyennes, plus solidaires, on aura du mal à trouver une place pour nos jeunes ayant des troubles autistiques. Parce que je peux vous parler de l'expérience des jeunes que je suis et de l'expérience de mon fils, qui a d'abord, je veux d'abord commencer par dire que c'est des jeunes qui ont souvent beaucoup envie de travailler, qui ont besoin de travailler, qui ont l'impression qui veulent être utiles dans la société, qui ont une valeur de travail en disant que oui, mais si j'ai pas de travail, je pourrais pas avoir d'appartement et de quoi est-ce que je vais parler avec les autres. Donc je pense que pour eux, c'est super important de trouver du travail. Mais malheureusement, on s'aperçoit que dans les ESAT, il n'y a plus beaucoup de place, qu'on demande beaucoup d'autonomie. Dans les entreprises adaptées, c'est d'ailleurs les plus mauvaises expériences qu'a eu mon fils. Dans les entreprises adaptées, parce que le personnel n'est pas toujours formé, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens, ils n'ont pas toujours les bons outils, parce qu'il y a aussi des profils différents de jeunes difficiles. Donc voilà, moi je pose la question, quand est-ce qu'on demandera aux entreprises d'être plus citoyennes et qu'on obligera, au lieu que ce soit plutôt
bon, une obligation d'emploi avec contribution, qu'on demandera vraiment aux entreprises de prendre leur part pour l'insertion de tous les travailleurs handicapés. Paul Franck. Je rejoins parfaitement ce que Madame dit. On a régulièrement tendance à, pardonnez-moi du terme d'avance, à parquer les personnes avec autisme dans des ESAT ou dans des ateliers protégés pour une bonne et simple raison qu'on a gardé dans le, on va dire, dans le profil autistique classique une chose, une phrase. Les personnes avec autisme adorent les routines. Les routines. Donc à partir de là, il est évident que faire 8 heures par jour le même geste ne devrait normalement leur poser aucun problème. J'ai visité bon nombre d'ESAT. Il est une certitude, mon fils n'ira jamais. Je ne jette pas la pierre aux gens qui y travaillent, bien au contraire, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Mais à mon sens, ça n'est absolument pas adapté aux difficultés et aux différences de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont parfaitement capables d'avoir bon nombre de métiers dans la mesure où, et je citerai un exemple, c'est Électricité de Strasbourg qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour entendre, écouter, adapter les spécificités de la personne et du poste pour faire en sorte que les deux puissent matcher. Ça n'est pas que de la communication, c'est pas du charity business, c'est une réalité, j'ai pu le constater moi-même. Maintenant, à partir du moment, et c'est ce que disait Madame tout à l'heure quand elle posait la question de finalement comment faire pour transposer des savoirs encyclopédiques en savoirs pratiques. La grande difficulté de nos enfants, c'est que finalement, quand on regarde une grande partie de ce que nous arrivons, si vous voulez, à acquérir comme compétences en tant qu'enfants, on l'apprend par mimétisme, en regardant auprès de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos pères. Nos enfants n'ont pas cette capacité-là, et tout doit passer par l'apprentissage. Et c'est un apprentissage en permanence. Et rien n'est jamais acquis. Ce qui peut paraître acquis au mois de janvier disparaîtra au mois de juin. Et c'est une des grandes difficultés. Je fais pratiquement tous les jours des mathématiques avec mon fils. Autant il y a des jours où il est capable de me faire de très grandes multiplications, autant le lendemain, il est incapable de me faire 2 fois 2. Je ne sais pas. Il y a un moment ou un autre, quelque chose qui s'est passé. Donc finalement, la grande difficulté, c'est d'être capable de se remettre en cause en permanence, de garder à l'esprit que rien n'est jamais acquis et de répéter, répéter, répéter. Maintenant, clairement, par rapport à l'emploi, oui, il y a un énorme travail à faire. Il y a bon nombre d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Vous le voyez bien, aujourd'hui, il y a un seuil normalement d'employabilité des personnes avec handicap au sein des entreprises. Bon nombre d'entreprises préfèrent payer les amendes liées à plutôt que de se mettre en règle, on va dire, avec ce seuil-là. C'est qu'il y a un vrai problème sociétal. C'est que ces personnes-là, à moins d'être concernées elles-mêmes, ne comprennent pas l'intérêt éventuellement et l'enrichissement possible pour toute l'entreprise d'avoir une personne différente en son sein. Ils préfèrent payer. C'est plus simple. Oui. Par ici. Bonjour, je suis la maman d'un enfant de 11 ans qui a été diagnostiqué à très haut potentiel intellectuel, donc il a un QI qui avoisine les 160, avec un TOP, un trouble oppositionnel, un TDAH, une suspicion de trouble autistique. Et actuellement, je ne trouve aucune structure pour m'aider. Alors, parce qu'il ne fait pas tout à fait partie des TDAH, il ne fait pas tout à fait partie des autistes, il ne fait pas tout à fait partie des HP, et aucune structure ne peut m'aider. Alors je ne sais pas quoi faire, où aller, que faire. Voilà. Quand on est face à un enfant qui a aucune difficulté scolaire, qui a 4 ans d'avance dans sa tête, mais qui est incapable de sortir, aller à la boîte aux lettres tout seul. Il a peur constamment, il est en insécurité constante à la maison, à l'extérieur. Il a peur d'absolument tout le monde. Quand il interagit avec les autres, il n'y a pas de filtre. Donc, je m'attends toujours au pire. Parfois, c'est assez drôle, mais pas toujours. Et ça lui a valu beaucoup de difficultés, beaucoup de harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire par rapport aux enfants, mais pas que. Je tiens à dénoncer le harcèlement des professeurs qui ont été épouvantables, de la directrice,
qui a été épouvantable et qui nous a lamentablement jetés de son établissement, il faut être clair. S'en est suivi 2 ans d'errance. J'ai fait ce que j'ai pu avec mon fils. J'ai essayé de faire l'école à la maison. On a essayé de construire une école avec des amis, une école atypique, avec des pupitres, avec des pédales. Enfin, on a essayé de se documenter et de faire autrement, avec d'autres méthodes. Ça fonctionnait bien. Malheureusement, on n'a pas eu les subventions suffisantes. On a dû fermer et on se retrouve à la case départ. Mon fils est à la maison. Je me retrouve seule. Mon mari travaille de nuit, il dort la journée, donc je suis toute seule, avec des difficultés moi-même physiques. Voilà. Donc en fait, c'est extrêmement un parcours très complexe. En plus, les diagnostics ont été faits extrêmement tardivement, alors que bébé, je sentais qu'il y avait déjà quelque chose. Je ne pouvais pas le masser. Il hurlait, malgré les précautions que je prenais. Après, à la crèche, il se cachait avec son bonnet, il ne supportait pas le regard des autres, etc. À l'école, il ne voulait pas parler avec ses camarades en maternelle, il préférait parler du néant ou qu'on lui explique un petit peu voilà, l'infini, des choses comme ça. Donc c'est un enfant extrêmement intéressant, très intelligent. Il n'a pas de... comme un autiste Asperger, apparemment, si j'ai bien compris, une spécificité, c'est-à-dire, comment dire, une seule... comment ? Des intérêts particulièrement Oui, un seul restreints. domaine, voilà. En fait, il est très curieux, il s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, donc, je ne suis pas pour le catégoriser, mais je ne sais pas quoi faire, ni où est-ce qu'il se situe. Jean-Luc Lemoine et Bernard Gols ensuite. Merci la maman, le témoignage. Là, on entend le cœur parler là. Et la situation, il y en a des mille et des cents comme ça. C'est pas que pour l'autisme, hein. C'est pour les handicaps qui ne sont pas dans les cases ou qui ne sont pas identifiés clairement par le système. Donc, c'est pour ça qu'on a monté des associations. Quand vous dites que votre enfant cherche l'explication de l'infini, j'ai envie de hurler de plaisir. C'est une pépite, votre gamin. Je pense que c'est une pépite, votre gamin. Alors maintenant, pour s'en sortir par rapport à l'incompréhension de ce qui l'entoure, il existe en France depuis un moment, depuis le rapport Pifto, 1994, une obligation, et la loi de 2005, hein, voilà, une obligation de réponse accompagnée pour tous. Sauf que ça, c'est du pipeau. Je suis moi-même inséré dans les institutions qui donnent des orientations, comme l'MDPH. Malgré toute la bonne volonté des acteurs sur le terrain, hein, on peut leur dire bravo, et c'est des gens de cœur, d'esprit, vraiment, ils s'arrachent. La société, le système n'est pas capable d'entendre la maman et ainsi une situation pour se mettre autour et dire comment on articule tout ça pour que ça se passe un peu mieux. C'est dramatique. C'est pour ça que j'ai monté l'association dedici.org. Voilà la révolte des parents. Le système, alors on a la partie médicale ici qui s'exprime et qui dit bon, on va trouver, on cherche et on fait des progrès, super. Mais une fois qu'on a fait le maximum de ce côté-là, la société, comment elle s'organise pour prendre en charge ces différences-là? Il n'y a pas de réponse, on a des lois qui ne sont pas appliquées. Et donc maintenant, il faut inventer une loi pour appliquer les lois. Donc une organisation spécifique. C'est là-dessus que nous, on travaille. Donc on n'a pas la solution, madame, pour vous, mais en tout cas, on se bat tous ensemble pour l'avoir. Bernard Gols, puis la dernière question après. Un petit mot. J'ai vraiment bien écouté et entendu ce que vous dites, et vous imaginez bien que je n'ai pas de réponse là dans l'instant, parce que sinon, il y a longtemps que vous l'auriez trouvé sans moi. Mais à propos de cas comme ça, c'est vraiment des réflexions très très importantes qui se posent. Là, vous parlez d'une loi pour faire appliquer les lois. Déjà en 2007-2008, il y avait eu un rapport, une saisine du comité national, consultatif national d'éthique dirigé par Jean-Claude Ameisen, qui disait la loi de 2005, tout le monde est d'accord et nous ne l'appliquons pas, nous n'arrivons pas à l'appliquer parce que nous n'avons pas les AVS, qui n'ont pas un bon statut, qui n'ont pas une bonne formation, etc. Alors qu'en Italie, déjà en 2005, quand un enfant autiste arrivait dans une classe, ou bien on diminue la classe de moitié, ou bien on accorde à la maîtresse une aide, une auxiliaire bien
bien formé. Bon. Donc effectivement, il y a un problème sociétal. Mais il y a un autre problème qui me concerne peut-être plus du point de vue psychopathologique. C'est qu'il y a des enfants qui sont tellement formidables et particuliers que d'une certaine manière, heureusement, il n'y a aucun établissement, aucune institution qui ne leur convient vraiment. Et pour votre enfant, il y a un autre, le problème que vous décrivez très bien, c'est le problème de la comorbidité. Vous voyez, moi, je crois que la comorbidité, c'est le pire et le meilleur. C'est le pire si on considère que c'est simplement une juxtaposition de difficultés. Alors effectivement, là, on ne trouvera jamais, parce que s'il va dans une classe de TDAH, on vous a peut-être déjà dit, ah oui, mais il est aussi un petit peu Asperger, oui, mais il est aussi un petit peu ceci, il est un petit peu cela. S'il va dans une classe de surdoué, on lui dira, ah oui, mais il est TDAH, oui, mais il est ceci. Oui. Donc, si on considère la comorbidité comme une mosaïque, c'est un refuge pour les institutions de dire, on n'en veut pas, nous on veut des enfants qui ont un diagnostic simple. Alors qu'il faudrait essayer de comprendre, sans doute, quel est le mécanisme qui fait qu'il est à la fois surdoué, à la fois agité, à la fois un petit peu enfermé dans son monde. Je ne dis pas qu'il y a une cause unique, mais il y a quelque chose à comprendre de sa spécificité. Et comme disait M. Lemoine, c'est une pépite parce qu'il a quelque part cette spécificité-là. Et moi, dans l'état actuel des choses, je ne pense qu'il va falloir 50 ans si on veut que ça s'arrange. Moi, je crois qu'il faut recroire aux gens. Il faut recréer des petites structures, des petites de 5, des écoles, pas forcément privées d'ailleurs, publiques. Il faut qu'on aille aussi vers des petites structures scolaires où à nouveau les capacités des enseignantes et des enseignants soient mis au premier plan, avec effectivement des AVS formés. Mais dans un petit groupe, une enseignante peut être attentive et contenir des spécificités comme ça. Ce n'est pas des structures homogènes nationales qu'on va trouver. La dernière question revient à Madame. Dans l'apparition de l'autisme, quelle est l'importance de l'âge de la mère et surtout aussi du père au moment de la conception? Alors on a longtemps cru qu'il n'y avait pas d'incidence de l'âge du père. Aujourd'hui, on sait que oui. Il n'y a peut-être pas de ménopause ou d'andropause chez les hommes, enfin je ne vais pas en parler devant Israël Nizan qui connaît ça mieux que moi, mais finalement nos spermatozoïdes ne vieillissent pas si bien que ça, ils sont pas, voilà, leur qualité baisse avec le temps, et l'âge moyen des pères d'enfants à difficulté de type autistique est à l'évidence, et c'est prouvé maintenant, plus élevé que la moyenne, ça, c'est certain. Avec des situations familiales d'ailleurs très particulières, parce que quand un homme se remarie, et qu'il a eu déjà plusieurs enfants qui vont bien d'un premier mariage, sa nouvelle épouse, s'il y a un enfant autiste, va se dire, bah alors c'est forcément de ma faute, puisque lui, il a déjà des enfants qui vont bien. Et ben non, c'est pas forcément de sa faute. Il faut aussi tenir compte de l'âge du père. On n'a pas les mêmes spermatozoïdes à 20 ans et à 60, ça c'est sûr. L'âge de la mère, c'est curieusement moins évident. Très brièvement, la dernière question Internet, qui est peut-être un peu compliquée. N'y a-t-il pas un biais inévitable dans le fait d'expliquer les comportements et perceptions de personnes autistes à l'aune d'un regard neurotypique? Oui, mais on peut aussi essayer d'expliquer le regard des neurotypiques à l'aune des personnes autistes. Bien sûr, bien sûr. Oui, Paul Franck. Juste une toute petite réflexion par rapport à ça. Une jeune femme autiste qui s'appelle Julie Dachet a très bien répondu, je dirais, à une de ces questions. Quand on lui posait la question, vous pensez-vous malade? Elle a dit, moi aujourd'hui, je n'ai jamais souffert d'être Asperger. Ce dont je souffre, c'est du regard des non-Asperger et des non-autistes. Le mot de la fin, Jean-Luc Lemoine. Je ferai une phrase très courte. Je fais un clin d'œil à l'abbé Pierre. Je dis que la voix des sans-voix empêche les bien-pensants de dormir. Il me reste à vous remercier, tous ici présents. Vous avez été d'une grande clarté et je pense qu'il y a au minimum 400 personnes qui ressortiront d'ici avec plus d'informations sur l'autisme. Merci à vous.